Eh bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur le live Twitch de Kana, pardon, oh là là, trop l'habitude en ce moment. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une très bonne journée. Nous nous retrouvons ensemble, évidemment, chaque mois, vous le savez, eh bien, pour un petit live focus sur un auteur de chez Kana. Aujourd'hui, nous allons mettre le shoujo à l'honneur, puisque pour la sortie de Sakura Saku, nous allons parler un petit peu plus de Io Sakisaka pour découvrir un petit peu tout ce qu'elle a apporté dans le shoujo, aussi bien au Japon et en France. Et on reviendra évidemment aussi sur tout ce qui est shoujo en France, l'impact du shoujo au Japon. Bref, on vous a préparé une petite émission bien sympa, justement pour remettre les points sur les i concernant le shoujo, qui mérite bien plus en France, croyez-moi. On va évidemment, comme à chaque fois, présenter nos invités. Nous allons commencer par Juliette, qui est juste au milieu. Tu es la responsable marketing de chez Kana, qui sera avec nous aujourd'hui. Pour nous parler un petit peu de Sakura Saku et de Io Sakisaka. Exactement, je ne saurais pas mieux dire. Voilà, donc je suis la responsable marketing de Kana. Ça va faire bientôt 3 ans que j'ai rejoint les équipes Kana. Donc j'ai le plaisir là d'avoir travaillé notamment sur le lancement de Sakura Saku, d'avoir vu la fin de Love Beloved, Live Be Left. Donc voilà, je suis venue ce soir en fan de shoujo pour échanger un peu sur tout ça. Et bien c'est parfait. En plus, c'est la première fois qu'on te reçoit ici. Donc on continue de faire évidemment tourner un petit peu les équipes de chez Kana. On commence à en avoir fait 2-3, là, on commence à être pas trop mal. On va arriver à un moment, vous allez revoir des têtes, on sera obligé, on peut pas non plus en inventer. On va ensuite évidemment continuer cette présentation d'invités avec Alice, libraire au Renard Doré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais là-bas, mais puisqu'en plus je crois que tu es aussi chroniqueuse sur Insta. Exactement, ouais. Je suis libraire depuis bientôt 2 ans au Renard et je suis chroniqueuse depuis 4 ans bientôt. Et mon travail, c'est de présenter, conseiller les mangas. Et voilà. Et du coup, tu as peut-être un petit peu plus un attrait autour du shoujo, c'est ça, ou pas du tout? Moi, je suis fan de shoujo de base. Ok, d'accord. Donc, je suis là pour faire la bagarre. Ouais, t'es là. C'est un peu paradoxal, mais soit. T'as bien raison. Mais ça me va, j'adore, j'aime bien l'ambiance. On est déjà... On marche déjà sur des jeux, c'est parfait. Ça me met très bien. Et en plus de cela, à côté de toi, Juliette, accompagnée d'un ami finalement, puisqu'on se voit beaucoup trop fréquemment en ce moment. Comme tu dis, beaucoup trop. Ça fait maintenant 3 ans qu'on se suit non-stop. Ce très cher Mathieu Pinon, journaliste évidemment, rédac chef pour d'autres, bref. Comment ça va? Ça va super, moi je suis ravi de venir parler un petit peu de shoujo, alors de Io Sakisaka en particulier, mais de shoujo en règle générale, parce que c'est quand même un genre qui est très 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 mal perçu en France, non pas mal perçu au sens mal mauvais, mais mal... Il y a beaucoup d'incompréhension entre le lectorat français et le shoujo, et ça serait pas mal si au cours d'une émission on peut quand même déjà supprimer quelques a priori qui collent à ce genre, alors qu'ils sont totalement injustifiés. Alors, évidemment, le but va être donc de parler de Io Sakisaka et du lancement de Sakura Saku, mais comme je vous l'ai dit au tout début, on va faire en sorte vraiment de faire un gros coup d'œil sur le shoujo en France avec vous, de comment le shoujo est arrivé en France, qu'est-ce que le shoujo, on va dire, a eu comme impact, notamment chez Kana, parce que chez Kana, vous en sortez quand même beaucoup, il y a beaucoup de titres et beaucoup d'auteurs et d'autrices, donc on va parler un petit peu de tout ça ensemble, évidemment, et ensuite on profitera un petit peu de tout cela pour vous faire gagner moult cadeaux. Vous pouvez voir notamment sur le plateau, des petits photophores Sakura Saku. Ils sont super beaux. Ainsi que Blue Spring Ride, avec donc du coup les différents protagonistes des séries, donc plutôt sympathique, et on va vous en faire gagner. Bah oui, évidemment, vous le savez, les live Kana, maintenant, à chaque fois, on a toujours des petits cadeaux, donc nous allons vous faire gagner 3 photophores. Nous allons ensuite enchaîner avec 10 kits presse Sakura Saku. Alors là, malheureusement, on ne l'a pas en plateau, mais normalement, vous devriez avoir un visuel sous peu pour pouvoir les découvrir. Et ensuite, évidemment, ce sera un gagnant qui gagnera 10 tomes 1 des shoujo de son choix chez Kana. Ça va, ça commence à faire quand même pas mal de cadeaux, on est plutôt bien. Donc, on va évidemment se régaler pendant toute cette émission. On va commencer donc du coup à parler un petit peu du shoujo chez Kana. Moi, je suis curieux, du coup, vu que Alice, tu as dit que tu étais là pour la shoujo bagarre, je suis assez curieux d'avoir un petit peu ton point de vue concernant le shoujo et comment, du coup, tu le définirais.
Comment je le définirais? Les gens perçoivent le shoujo uniquement comme de la romance. Et on va pas nier que ça fait une grande partie du shoujo, mais c'est pas tout ce qui fait le shoujo. Moi, je le définis plutôt comme une cible éditoriale qui vise du coup le jeune public féminin, même si c'est ouvert un peu à tout le monde. Et c'est vrai qu'en France, c'est de la romance, c'est pour les nénettes, c'est ouhou, doki doki, le cœur partout, les fleurs partout, et puis... En fait, c'est un et cours puis, à piquer, voilà, quoi. c'est C'est ça. vraiment... C'est pour les filles et c'est tout. Ouais. Alors que c'est bien plus poussé et riche que ça. Ah bah, clairement. Mais de toute façon, vous allez voir, on va citer des noms, vous allez voir. Je peux vous assurer que c'est pas juste du doki doki, love love, on s'aime bien ou feu d'artifice. Grave. Clairement pas. Toi, Juliette, comment tu vois, alors toi qui as carrément les mains dedans chez Kana, comment tu vois un petit peu le shoujo? Les mains dedans. Oui. Oui, c'est une façon de le présenter, effectivement. Je vais abonder dans le sens d'Alice. Pour moi, c'est pareil. En fait, le shoujo, c'est une cible éditoriale, en fait. C'est une catégorie qui a été transposée du Japon en France, parce que au tout début, quand il fallait structurer le marché, c'était un repère qui permettait de s'orienter, de classer. Maintenant, le souci, c'est que, évidemment, comme tout repère, c'est un guide, mais il ne faut pas s'y limiter. Et le problème, c'est que le marché au tout début qui devait s'installer, c'est un peu trop limité. Et donc, justement, on a vu beaucoup de romances, parce que c'est quand même un des genres du shoujo qui est pas mal publié. Et on a vu beaucoup les titres arriver en France se concentrer sur de la romance pure. Mais c'est pas que ça se limite pas à ça. Et donc maintenant, arrivé aujourd'hui, où on a un marché beaucoup plus grand en France, avec des lecteurs beaucoup plus curieux et capables de s'intéresser à beaucoup plus de choses, c'est important de rappeler aux gens que oui, le shoujo, c'est pas un truc juste de nénettes qui aiment les histoires à l'eau de rose et les romances lycéennes. C'est beaucoup plus large que ça et il faut pas se limiter à ça. Évidemment. Pour Mathieu, je pense que ça va plus ou moins rejoindre ça. Alors, oui, j'abonde totalement dans ce sens-là. Et en fait, résumer le shoujo à uniquement des histoires de romance, ça reviendrait à résumer le shonen à des bagarres avec des boules de feu. Bien sûr. Alors qu'on sait tous que dans le shonen, il y a un spectre qui est beaucoup plus large. Dans le shoujo, le spectre est beaucoup plus large. Et en fait, ce qui est très intéressant, justement, c'est vrai qu'il y a cette béquille qu'on a eue au début avec, on va prendre les catégories éditoriales Made in Japan, shoujo, shonen, seinen, etc. Ça nous a aidé au début. Mais qui était nécessaire quand même. Il y a une vingtaine d'années, on en avait besoin. Mais aujourd'hui, ces béquilles sont devenues un handicap pour qu'on puisse vraiment marcher convenablement dans le marché, marcher dans le marché en France. Mais c'était Juliette à la base. Il était tout, je vais pas pouvoir. Si on reprend justement ces cibles éditoriales, au Japon, on a un marché pour les adolescents garçons, un marché pour les adolescentes filles. Et ce qu'on constate très généralement, alors attention, c'est de la socio à deux balles, dans le chat, ne jetez pas des cailloux, il y a toujours des exceptions, mais en règle générale, à l'adolescence, les garçons, ils vont être fâchés contre le système, ils découvrent les injustices, ils ont envie de se rebeller. Et tout ça, on le sent justement dans le shonen d'action, avec cette envie de tout casser, de faire péter la table, ce qu'on ne pourra jamais faire de toute façon, on apprend en devenant adulte. À l'inverse, les adolescentes sont déjà beaucoup plus matures, même si elles se rendent compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans le monde, elles comprennent qu'il va falloir qu'elles se fassent une place dans ce monde. Et à partir de là, le shoujo va vraiment développer cette thématique de quelle est la place qui m'attend dans ce monde? Est-ce que moi je peux avoir la place dont j'ai envie? Et si la place dont j'ai envie n'existe pas, est-ce que je peux me la faire, sachant qu'on parle du manga qui est produit dans un pays extrêmement sexiste, et par conséquent faire sa place au soleil pour les femmes est bien plus compliqué que pour les hommes. Alors évidemment, ça va passer par les relations sociales. Donc les relations sociales sont particulièrement développées, notamment l'amour, puisque c'est un thème qui touche tous les adolescents à cette époque, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas résumer le shoujo à de la bluette systématiquement. Par contre, on a vraiment ce côté social qui est bien plus ancré, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la majorité des shoujo se retrouvent très facilement déclinés en film live, contrairement au shonen, parce que ça se passe dans le monde d'aujourd'hui avec des thématiques qui sont concrètes pour les adolescentes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus lourd en signification, en sens, en portée, que ce à quoi on le résume tout le temps en France. Ça c'est très clair, mais de toute façon on a plus ou moins tous le même avis. On voit aujourd'hui de toute façon quand même que le shoujo de plus en plus se fait une place parce que comme tu l'as dit, on est de plus en plus curieux et moi le premier, je me suis surpris à lire du shoujo sans aucun problème. Chose qu'au début,
tu sais, justement, à travers les stigmates qu'on avait eus, tu te disais, mais en vrai, ça va pas me plaire. Je me suis one-shot tout la Rose de Versailles. Il n'y a même pas eu de question, tu vois. Et genre, je sais très bien dans quel est. C'est dans le Margaret, tu vois. Enfin, il n'y a pas de. Je savais très bien que c'est de la classification de shoujo. Mais toi, je pense qu'on va en parler, mais un des tout premiers mangas shoujo qui est sorti chez Kana, on est franchement loin d'avoir de. Ah mon dieu, qui choisir entre le premier de la classe et le bad boy c'est une épopée post-apo avec la destinée qui arrive. Ça commence par un bas, ça finit par Sarah, et c'est génialissime. Mais franchement, Hokuto no Ken n'a rien à envier à ce titre au niveau de l'univers. Et là, on va faire ah bah non, le shoujo, tu comprends? Bah non, justement. Mais justement, tu vois, c'est ça qui est bien avec toi, c'est que genre, on n'est Transition même pas express. besoin de te montrer le runner, parce que c'est exactement le truc d'après, c'était l'arrivée du shoujo chez Kana. Ah bah écoute. Donc moi je trouve ça juste extraordinaire, t'es juste le boss. Donc justement, Juliette, la collection shoujo débute en 2001 avec Basara. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de l'arrivée de Basara chez Kana toi, dans ta vision aujourd'hui que tu as dans la boîte, Ouais, et voilà. comment justement Voilà, ça a parce permis de qu'on- définir la ligne après sur la ligne Voilà, parce éditoriale. que pour les personnes qui visionnent le chat et qui auront écouté mon introduction, voilà, avec mes 3 ans d'ancienneté, vous aurez fait le calcul, j'étais pas là au lancement de Basara. Oui, puis même, je pense que tu ne bossais Voilà. pas en 2001. Enfin, logiquement. Je finissais mes études. Je venais de naître. Non, j'étais très précoce. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, donc Kana, pour faire un petit point histoire, donc les éditions Kana ont été créées en 1996. Éditeur généraliste, parmi les premiers éditeurs voilà, de manga à émerger quand le manga est arrivé sur le marché francophone. Et donc 1996 Kana, des premiers titres qui étaient des titres shonen, Bien sûr. mais très vite, en tant qu'éditeur généraliste, Kana s'est intéressé à tous les segments, dont le shoujo, et donc le shoujo est arrivé assez rapidement, puisque dès 2001, comme tu l'as dit, on lance la C'est collection vrai que shoujo. 5 ans après, c'est assez rapide. Mais c'est rapide, hein, parce que pour un médium, le manga émergent sur un marché qui Surtout était- à la fin du XXe siècle. C'est Bah, ultra jeune, bien et sûr. qui s'adressait à un public très très jeune, à une ère où on n'avait pas les réseaux sociaux pour faire la viralité d'un phénomène aussi rapide qu'on l'a maintenant. Le shoujo est arrivé quand même vite. À la suite du shonen, il faut le noter, chez Kana. Et donc, je ne vous ferai pas le topo sur le lancement de Basara, je n'y étais pas pour le coup, donc je ne vous cache pas que voilà, j'ai pas les infos. Et tu as lu Mais Basara très ou vite. pas Alors, j'ai pas eu ce plaisir, puisque Basara est plus au catalogue Kana à ce jour. Ah, ok, Et d'accord. Voilà, et quand je suis arrivée, c'était déjà plus le cas. Donc moi, j'ai pas eu le plaisir de le lire. Je vais jeter un œil dans les archives, parce que justement, en me documentant un peu sur Basara, je me suis quand même dit, c'est ma cam. Ça a l'air quand même. Moi, j'ai C'est ma vu cam. pas mal de trucs passer. J'étais en mode. Ah, ça a l'air bien. C'est génial. Basara, quand même. Donc voilà, j'espère trouver peut-être dans les archives mon bonheur, mais avec l'espoir qu'on me laissera les sortir des archives, parce que Bien sûr. faut quand même qu'on conserve un peu notre histoire. Donc Basara qui est arrivé, mais ça n'a pas été le seul, hein, évidemment. Kana, depuis le lancement de la collection Shoujo, a eu à cœur de faire vivre cette collection. Donc j'ai pas le chiffre exact, mais il y a eu, là, depuis le lancement de la collection, on est à plus d'une 40aine de Shoujo séries. Sans compter les one-shots qui ont pu exister. Donc de séries qui ont été publiées au catalogue Kana, dont la grande majorité sont encore là. Évidemment, d'ailleurs, c'est le petit moment où je dis n'hésitez pas, quand vous ne trouvez pas une série, à la demander à votre libraire. Ouais. On n'est pas tous toujours avec un libraire de proximité, on n'a pas tous C'est cette vrai. chance, toujours, on s'en remet des fois à des sites ou autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne voit pas un livre en magasin, ça ne veut pas dire qu'il est plus dispo. Ça veut tout simplement dire que les libraires n'ont pas une place infinie en rayon, qui sont On obligés de faire essaye de tourner les pousser titres. les murs de temps en temps, mais ça Ouais. ne marche pas. Ouais. En vrai, justement, peut-être petite question dans la question, mais est-ce que toi, justement, Alice, au Renard Doré, vous avez vraiment un gros rayon dédié, ou alors c'est quelque chose qui, justement, est en train de s'étendre au fur et à mesure du temps C'est-à-dire pour le... pour le shoujo? Alors nous, on a une classification plus particulière. On a tout ce qui est fantastique, romance, D'accord, ok. SF, etc. Du coup, on a un rayon romance avec du coup pas mal de shoujo, shonen et tout, etc. dedans. Et puis on a, de manière générale, on a un peu de tout. Donc les sorties des shoujo sont assez stables, il me semble, mais contrairement au CNN qui a explosé. Mais en termes de place, on a vraiment de tout, et en termes de vente aussi.
Ouais, ok. Enfin, on a beaucoup de public, du coup c'est difficile de mettre Ouais, bien des sûr, non, mais statistiques. bien sûr, c'était juste histoire de voir peut-être si tu avais justement peut-être une vision un petit peu là-dessus, mais ne t'inquiète pas, il n'y a aucun souci. Alors, pour revenir donc du coup sur le shoujo chez Kana, en termes de shoujo, donc j'avais cité la Rose de Versailles tout à l'heure, on a Paradise Kiss, on a évidemment tout ce qui est autres séries que vous connaissez, voilà, qui s'affichent avec Sawako, incroyable ça aussi d'ailleurs. Mais voilà, Rose de Versailles, c'est un truc qui m'a... Sawako, qui a l'adaptation live Tout qui à vient fait. d'arriver. Oui. qui vient tout juste d'arriver, exact, qui est pas mal en plus d'ailleurs. J'ai pas encore eu le temps de la regarder. Je pense que c'est ok. Donc, je pense que c'est ok. Mais du coup, on sait qu'aujourd'hui, voilà, Kana veut quand même proposer beaucoup de nouveautés autour du shoujo. Comment vous choisissez les bons shoujo, comment vous tombez dessus, parce que bah, malgré tout, on l'a déjà dit au début de l'émission, mais c'est un genre qui a une vision un petit peu connotée en France. Du coup, comment justement, avec Kana, vous allez chercher des titres qui sont peut-être un petit peu plus différents et qui sont plus à même de susciter une curiosité, tu vois, du côté du lecteur? Alors là, pour le coup, n'étant pas édito pur, je pourrais pas te donner les secrets et les coulisses absolues, parce que c'est plutôt côté Yuki Timothée que ça se Il y joue. a Yuki dans le chat, peut-être qu'elle pourra nous donner une réponse. La pauvre Yuki qui va se sentir sollicitée à distance. Mais de fait, ce qui est la philosophie pour le choix des shoujo Kana, c'est d'avoir toujours des histoires avec la petite thématique en plus qui va plus loin, qui cherche plus. Alors, c'est souvent des romances, parce que dans le fait, comme on se l'est déjà dit, on va pas se mentir et dire que le shoujo, c'est pas de la romance, c'est souvent quand même beaucoup de romances, donc il y en a pas mal, mais c'est toujours avec ce souci on veut avoir un shoujo qui soit original. Ouais. On veut pas que ce soit la énième redite de l'histoire d'amour lycéenne où il se passe rien et où il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas de valeurs un peu marquantes qui sont développées. Donc la ligne édito, pour le coup, sur le shoujo chez Kana, c'est d'avoir toujours quand même un titre qui se différencie, qui a cet élément différenciant. Très bien. C'est nickel, comme ça du coup on peut justement faire la petite transition derrière, puisque maintenant on va passer au thème que vous appréciez dans les shoujo. Tu me parles de thématique, c'est juste parfait. Je vous aime trop, vous êtes trop bien. Vous me faites tous les transis pour moi, c'est un régal. Alors justement, du coup Alice, on en parle un petit peu, mais du coup le retour de Shoujo Bagarre. La bagarre. Toi justement, qu'est-ce qui t'a attiré tout de suite vers le shoujo et quelles thématiques t'ont plu et qui justement aujourd'hui te donne encore plus matière, tu vois, à apprécier le shoujo? Alors moi j'ai en plus commencé vraiment à m'intéresser au shoujo avec Blue Spring Ride qui était sorti à l'époque. Je suis encore un petit bébé, voilà, en 2001, tu terminais tes études, moi je suis née en 2001. Ça arrive, voilà. Il n'y a pas de jugement. Non, mais voilà. J'ai pas dit quelle partie de mes études je terminais. Hein. Bon, d'accord, peut-être que tu avais ton brevet. Du coup, moi j'ai commencé à vraiment m'intéresser au shoujo et à certaines thématiques avec Blue Spring Ride qui étaient un petit peu plus impactants que ce que je lisais à l'époque. Et en même temps, c'était une époque où le manga, c'était pas encore énormément présent. Du coup, tu les achetais de temps en temps quand t'en trouvais, mais t'avais pas vraiment non plus grave le choix, quoi. Donc j'ai commencé avec ça et ça m'avait tout de suite un peu parlé. Les 2 premiers tomes étaient sortis simultanément et je les avais achetés direct. J'avais lu le premier chapitre assise par terre comme une gogole et puis je me suis dit je veux ça. Donc j'ai acheté ça et je n'ai pas regretté, même si je me suis fait marave par mon daron parce qu'à la base je devais acheter un autre livre, mais c'est pas... Bagarre. C'est la bagarre. C'est là l'essence même de la shoujo bagarre, les gars. Je devais acheter un roman pour tes vacances et toi tu m'achètes ça, bagarre. Donc voilà. Et je ne regrette pas du tout aujourd'hui parce que c'est une de mes autrices favorites parce qu'elle transmet énormément de valeurs et puis elle accompagne, je trouve, l'adolescent dans certaines thématiques très fortes. Et elle touche énormément, je trouve, les ados avec toutes ces introspections, etc. Et j'ai oublié c'était quoi la question. Les thèmes. Les thèmes qui t'attiraient justement dans le shoujo et qui arrivent encore à te tenir en fait au shoujo. Ouais, je dirais que c'est la sensibilité de certains personnages. Ouais. Dans Love Beloved par exemple, le personnage de Yuna, on voit clairement qu'elle a une sensibilité qui est hyper présente et hyper accrue. Et je trouve que c'est
quelque chose qui est assez actuel dans l'adolescence d'aujourd'hui. Donc elle arrive à toujours, dans chacun de ses personnages, trouver un truc qui représente l'ado et à le mettre dedans et à le faire évoluer pour montrer un petit peu la manière dont réfléchit un ado et comment il grandit, quoi. Du coup, elle arrive à faire ça et je trouve ça impressionnant. Du coup, toi, tu as réussi à... Enfin, tu t'es peut-être un petit peu construite, du coup, aussi à travers justement l'évolution notamment dans Blue Spring Ride, l'évolution que tu pouvais suivre à travers les personnages, quoi. Ouais, c'est ça. Dans Blue Spring Ride, en plus, il y a surtout le thème de la communication très maladroite entre les deux personnages. Ils ont envie de se dire des choses, mais ils n'y arrivent pas, ils se blessent mutuellement. Et du coup, quand on voit ça et qu'on s'identifie à ce personnage et qu'on arrive à transporter un peu ce qu'on lit dans notre vie réelle et à faire le lien, c'est assez fort et ça aide vachement à voir qu'il y a une solution à tout aussi, quoi. Bien sûr. Toi, mon très cher Mathieu, comme tu l'as dit, tu as un peu plus de bouteilles que nous. Oui. Mais du coup, je suis curieux de voir justement comment toi, tu arrives à te rattacher à ce genre de récit-là. Qu'est-ce qui va justement te chercher et susciter ton intérêt vraiment dans la lecture? Ce que je trouve très intéressant dans le shoujo, encore une fois en parlant de catégorie éditoriale, bien sûr, c'est que c'est un registre éminemment politique. Et alors, oui, je sais, dit comme ça peut surprendre. Et il y a deux options en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment le choix. C'est-à-dire que quand on va avoir des titres comme La Rose de Versailles, tous les titres que sortait le groupe de l'an 24, donc je rappelle à chaque fois La Rose de Versailles. Ah bah tu peux pas plus politique. On a Marie-Antoinette qui se fait chier dans son mariage avec un bon parti qu'on lui a imposé et qui rêve de partir avec Fersen dont elle est amoureuse. Qui lui... et d'un autre côté, on a Oscar qui, parce qu'elle porte un pantalon, peut prétendre, parce qu'elle se travestit en homme, peut prétendre à un poste social élevé comme celui des hommes. Et à l'époque des années 70 au Japon, les femmes, elles étaient soit femmes au foyer malheureuses, soit elles galéraient pour pouvoir grimper les échelons dans leur société, alors qu'on leur demandait de toujours se faire lutter pour les réunions. Donc le message politique, il se retrouve totalement dans La Rose de Versailles, avec un vernis un petit peu fantastique derrière. Tout ce qui va être Shonen Ai, qui est donc une sous-catégorie du shoujo. Le Shonen Ai, si ça a été inventé à l'origine, c'est parce qu'il y en avait marre qui est toujours la damsel in distress. On l'enlève de l'équation, on met un young man in distress à la place on enlève damoiselle, on met un damoiseau. Ça change complètement la donne. Mais pour les femmes, c'était plus elles qui étaient tout le temps l'objet à délivrer, passif, à attendre. Donc là encore, il y a vraiment un côté extrêmement politique. Quand on prend Tenf à couper le souffle chez Kana, qui doit faire 3 tomes ou 5 tomes, 3 tomes, c'est formidable. Le premier tome est très simple. Notre héros, qui est un peu gringalet, qui a de l'asthme et compagnie, il y a son ami d'enfance avec qui on se dit « Ah là là, il y a peut-être un crush qui va arriver ». Puis il y a un beau gosse dans sa classe qui le soutient alors qu'il est malade. Et on a un garçon, une fille, qui sont tous les deux concurrents pour l'amour du même garçon. Et on met une histoire d'amour homosexuelle, une histoire d'amour hétérosexuelle au même niveau. Le Japon, qui est extrêmement rétrograde par rapport à ça, il y a vraiment un message politique qui est très très fort. Bien sûr. Je vais citer également Mon Histoire, qui est un petit peu comme Ottoman, qui est chez notre éditeur. On est sur le culte de l'apparence. Dans Mon Histoire, c'est clairement que ça. Qu'est-ce que ça vaut, alors que le Japon, là justement, encore l'apparence est extrêmement développée. Donc il y a beaucoup de messages très très politiques qu'on retrouve dans le shoujo et qu'on va pas forcément retrouver dans le shonen qui va plus mener à la distraction, à de l'évasion. Et puis le seinen, on parle d'autre chose, on parle de bande dessinée qui s'adresse à des collégiens, des collégiennes. Bien sûr. Lycéens, lycéennes à la rigueur. Là, on est sur autre chose. Mais donc, il y a vraiment un aspect politique qui fait qu'un quadra comme moi, je peux lire des mangas qui sont pourtant destinés à des adolescentes de 14-15 ans japonaises, mais retrouver un message politique qui me parle et que je trouve très intéressant, qui va peut-être me passionner plus que l'intrigue en elle-même, mais qui a le mérite d'être présent. Donc, il y a vraiment du lourd dans le shoujo. Ouais. Mais je trouve ça intéressant parce que du coup, toi, tu as une vision, tu vois, tout de suite qui a été portée sur les messages politiques potentiels ou autres, ce genre de choses-là. Là où justement, on va pas se mentir, nous quand on était ados et qu'on lisait du manga, on les voyait pas forcément tout de suite. Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, de... Pas forcément, j'ai bien dit pas forcément. Parfois, faut lire. Mais voilà, pour moi, il y a de la relecture à avoir quand tu grandis, tu vois. Enfin, tu lis Nana aujourd'hui,
c'était pas du tout la même vision que j'avais de Nana quand j'avais 14 ans, tu vois. Mais comme tout avant. C'est un truc de ouf, Il y a vraiment, différents niveaux de lecture. Nana, j'ai envie je suis en mode, mais quel enfer, quoi. Genre, vraiment, l'homme est une merde, tu vois. Mais c'est pour ça que, tu vois, j'ai mes deux casquettes. Parmi mes casquettes, j'ai celle de rédacteur en chef d'Otaku Manga. Là, je suis beaucoup plus dans la philosophie du renard doré. Ouais. À savoir, mes rédacteurs, je leur demande d'éviter au maximum les termes shonen, shoujo. On parle de fantastique, de polar, de romance, de sport, d'aventure, de comédie, de ce que tu veux. Et c'est super intéressant quand tu vas au renard doré que tu te pointes au rayon sport. Oui. Il y a un manga qui va te plaire et tu vas l'acheter et tu vas te rendre compte que c'est un manga qui est destiné aux filles et toi garçon tu l'achètes, tu te passionnes pour lui. Ben ouais, Shiraya Fulu par exemple, qui est un manga sur le Kaluta, c'est passionnant, c'est génialissime. Les mecs sans dire que c'est un shoujo, jamais ils vont vouloir le lire parce que c'est un shoujo. Donc en brisant ça déjà, on peut glisser du shoujo vers un public qui est un peu réfractaire. Et mon autre casquette, quand je suis journaliste un peu historien du manga, quand je fais des bouquins, là par contre, comme je parle de comment se développe le manga au Japon, ce marché éditorial, je ne peux pas passer à côté et au contraire, il guide tout. Et donc là, ça vaut la peine à nouveau de parler de shonen, shoujo. Ouais, donc faut savoir, selon ce qu'on veut développer, parler de shoujo, ça peut être intéressant, et d'autres fois, ça peut être un handicap. Ça, c'est après, On le vend malheureusement... surtout, ouais. Bah, encore une fois, il faut trouver un équilibre, tu vois. Mais c'est quelque chose qui viendra, je pense, surtout dans l'ère du temps, où justement on tend de plus en plus vers cet équilibre, vers une homogénéisation de tout ça, et comme ça au moins tout le monde se régale et peut kiffer les mangas qu'il veut. Même, Quoi. je rappelle qu'à l'heure actuelle, le Japan Expo, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent le visiter. Il y a plus le public féminin est presque plus important que le public masculin au niveau de la consommation de manga. Tu vois, je suis même pas étonné. Il n'y a pas de raison si les filles et les mangas qui sont destinés aux mecs, pourquoi les mecs ne feraient pas l'effort de lire des mangas destinés aux filles. Nous, c'est pareil, Parce que notre les filles sont public intelligentes, est oui, presque plus féminin que masculin au renard doré, ouais. Ouais, bon, en vrai, en plus, pour y être allé quand même une fois, c'est une belle librairie, ça m'étonne pas, tu vois, qu'il y ait plus de... qu'il y ait limite un public Déjà, féminin, tu vois. esthétiquement, ça correspond plus à la gente féminine, mais même en termes de relations clients, etc., on a plus de femmes que d'hommes. Ce que je trouve... Qui lisent bien plus de tout aussi. Mais qui vont lire beaucoup plus de... Oui, voilà, voilà, c'est un ça. truc beaucoup plus Il y large. a tous les genres. Ah bah, de toute façon, on va pas se mentir, c'est quand même trop cool de pouvoir vraiment avoir un spectre et aller lire tout ce que tu veux. Enfin, moi j'aime trop, je trouve ça trop bien de justement avoir la liberté aujourd'hui, tu vois, de pouvoir lire tout ce que tu veux. Et encore une fois, je leur dis, mais moi quand j'ai reçu les Blue Spring Ride, je me suis tellement régalé, quoi. Enfin, moi ça m'a vraiment surpris de rentrer et de dévorer les 13 tomes en 2 jours. Je suis en mode, bah ouais, mais en fait, c'est trop bien. Et quand t'as une histoire bien construite, ce qu'il faut, bah en vrai, tu te Et ça, il marche comme ça, like a Lion. Oh là, tu vas... Non, mais tu crois bien que je l'ai déjà vu, quand même. S'il te plaît, respecte-moi. Je suis pas là pour rien, frère. Alors, on va passer un petit peu, du coup, maintenant aux auteurs les plus populaires du shoujo. Parce qu'on a quand même des auteurs de légende, des autrices de légende. Je suis assez curieux du coup d'avoir un petit peu, toi, tes auteurs phares, on va dire, Juliette, autour de ce spectre-là. Après, il y a des auteurs évidemment, dont des groupes d'auteurs, comme Clamp. Bien sûr, enfin, là, évidemment. On peut pas passer à côté. Voilà, ça m'aurait étonné que tu le dises pas, tu vois, je vais pas te mentir. Je suis désolée, je suis la première interrogée. Enfin voilà, pardon, les évidences vont passer. Non, après c'est des séries aussi, c'est pas toujours des auteurs ou des autrices. Ça, tu vois, moi je meublais, j'étais sympa, je meublais, je faisais ce genre de rien. J'ai mis en mode avion en plus, c'est l'alarme. Attends, là on ne loupe pas une fraction de seconde ici. Si on peut faire une vanne derrière, on le fait, tu vois, il n'y a pas de... Non mais bravo, belle solidarité. Non mais moi on m'a dit, Alice, on veut des clips, on veut des clips pour TikTok, on veut des trucs pour Instagram. J'ai fait d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, donc, j'espère que ton téléphone a survécu. On verra bien au retour. Apparemment c'est bon, on nous dit en régie que ça va. Ok, nickel. En tout cas, il a... Après, en vrai, il a un bel aérodynamisme. Là, au moins, t'es sûr que... C'est grâce à la coque. Franchement, bien retombé sur le sol. Lectrice de shoujo, réflexe, action. Ça y allait. Bagarre. Shoujo bagarre, le retour. Pas Alice à la bagarre. Franchement, je t'en supplie, renomme-toi Shoujo bagarre sur Instagram. Parce que vraiment, je suis sûr que... Je peux le mettre en...
Shoujo Bagarre, j'aime bien. Shoujo Bagarre, trademark, copyright. Trademark Shoujo Bagarre. Ça part fort. Donc du coup, pardon, Juliette, tu nous disais Clamp à travers évidemment X ou ce genre de choses-là. Bah, Cardcaptor Sakura, voilà, il y a des grands classiques. Après, moi, j'ai mes autrices chouchou. Après, c'est moi perso. Ah mais là, tu voilà. sors de Kana en règle générale, on cite tous les Non, mais c'est les surtout auteurs pour dire, d'autrices. tu parlais en mode la France, le marché, et là, c'est plus moi, c'est mes lectures et c'est mes premières lectures. Et typiquement, moi, une de mes mangaka chouchou, c'est Yu Watase. Ok. Et parce que l'un de mes premiers shoujo, c'était Lui ou Rien. Ok. Alors, je suis désolée, hein, là, ça fait très... Peut-être que c'était le signe du destin que j'allais un jour me retrouver chez Kana. Écoute. Mais c'était un de mes mangas chouchous, mes tout premiers mangas. Donc voilà, là, c'est le petit côté... Madeleine de Proust. Madeleine de Proust, exactement. Mais là, maintenant, plus récemment, je me suis intéressée du coup au Fushigi Yugi. Ok. Donc, et là, c'est là que je vois que Lui ou Rien m'a beaucoup plu ado, pré-ado même, devrais-je dire, en premier shoujo et tout. Et pour autant, Fushigi Yugi maintenant et adulte, j'apprécie et j'ai un autre degré de lecture. Et j'en suis aussi à me dire que je vais relire aussi peut-être mes shoujo chouchous de l'époque. Bah, en vrai, Parce pour les voir. parce qu'en plus, c'est un sacré isekai, donc on est à fond dans Bah, là-dessus. on Comme adore quoi, les isekai. hein. Quoi bien sûr. Précurseur. Ça mange du isekai ici. Mathieu, toi, tes auteurs et autrices préf Alors, il y en a pas mal. Moi, j'aime beaucoup Saki Iwatari, qui a fait un manga qui s'appelle Peace Save My Earth, que j'avais découvert via l'adaptation animée à l'origine, et qui est passionnant, parce que évidemment, il va y avoir un aspect avec des relations sentimentales, mais on parle de réincarnation, Encore du isekai c'est des personnes qui étaient arrivées sur la Terre, enfin sur la Lune, dans un laboratoire, et ils sont tous morts, et ils se retrouvent réincarnés sur Terre, sauf un qui est resté par promesse, et qui se réincarne 10 ans plus tard dans le corps de quelqu'un qui a donc 10 ans d'écart. Enfin, c'est... Oh, le plot, il est... Non, mais, le plot, il est chargé. Peace of My Earth, c'est très très lourd, c'est génial. Bien sûr qu'on peut aussi citer, on va citer Fruit Basket qui parle beaucoup, alors là encore, hein, derrière le « qu'est-ce que je choisis entre la souris ou le chat ou machin, je sais pas ». Non, ça va beaucoup plus loin. Ouais, non, si tu résumes Fruit Basket comme ça... Attention. Mais encore une fois, ça va être ce que les détracteurs du shoujo vont voir en premier en disant « Ah, bah c'est un triangle amoureux ». Oui, mais c'est juste la preuve qu'ils n'ont pas regardé, quoi. En fait, Fruit Basket, c'est quand même le manga qui te dit si tu es gentil, si tu prends, être gentil, c'est compliqué, il faut être fort, mais si tu y arrives, tu deviendras une des personnes les plus fortes. C'est très très fort comme message. Sinon, je trouve très intéressant ce que fait Akemi Yoshida. Au sens où moi j'adore faire lire Banana Fish à des mecs qui font ah ouais pan dans les rues de New York, la mafia, la drogue, ouais c'est trop cool. Bon, évidemment c'est quand même beaucoup des mecs qui aiment beaucoup d'autres mecs, et il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans Banana Fish, hein. Mais ils prennent ça et ils le dévorent. Et c'est à la fin, tu leur dis, en fait, tu sais que c'est dessiné par une femme, à l'origine c'était pour un public féminin. Tu connais le Boys Love Voilà. Alors attention, ce n'est pas un Boys Love. Hein. Non, je sais. Ça plaît à toutes les fans de Boys Love, parce qu'il y a beaucoup de relations. Désolé, c'est Caroline Sigara qui m'a influencé dans les propos. Mais ça n'en est pas un, parce que sinon je vais encore me faire taper, parce que il y a des personnes qui ont cru m'entendre le dire, alors que jamais. Bref, c'est vraiment un super truc à passer en sous-main à des mecs, et pour leur faire lire du shoujo, et qui disent finalement, mes a priori derrière, ils étaient peut-être pas si fondés que ça. Voilà. Ouais. J'aime bien ce que tu me dis là, ça m'intéresse. Mais du coup, tu me redonneras Peace of Earth, c'est ça? Please Save My Earth. Ah, Please Save My Earth, parce que le plot, il est quand même... S'il vous plaît, sauvez ma terre. Oui, merci. Je t'en prie. Jusque-là, j'avais cru comprendre. Mais du coup, je suis curieux parce que le plot a l'air tellement ouf que je vais forcément aller y jeter un œil. C'est parce que ça a l'air quand même assez incroyable. Très très bonne canne. Du coup, toi, Alice, tes grosses références dans ce genre-là? Moi, je le rejoins totalement sur Akemi Yoshida. Ouais.
Banana Fish, je le refous à tout le monde aussi. Donc, et je me fais une joie de dire à tout le monde que vous avez vu, c'est un shoujo. Et ils sont tous là, non, tu mens, c'est faux. Regarde, la couverture elle est jaune. Elle est pas rose. Donc voilà. Mais non, mais on en est encore là pour le shoujo. Oui. Puis bon, dès qu'il y a de la romance, le logo se transforme en rose aussi, alors que si on doit différencier polar de science-fiction, par exemple, on n'a pas de différence de couleur. Et sinon, j'aime beaucoup le travail de Akiko Higashimura. Ah bah oui. Pour moi, c'est une référence dans le shoujo. Elle a un univers super riche, elle fait absolument de tout, de l'histoire à la romance avec les trentenaires, dont Tokyo Tareba Girl, je trouve, qui est exceptionnel, des trentenaires frustrés qui n'arrivent pas à se trouver de mec et puis qui pensent que tout va bien dans leur vie, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est très drôle et à la fois hyper parlant. Et puis elle fait de la romance pour pas que destinée à forcément des jeunes filles avec le lycée et tout, etc. Mais elle parle vraiment à un large panel de femmes. Et puis c'est hyper enrichissant de la lire. Ouais. Ok, bah écoute, en vrai, ça fait, je pense qu'on a quand même un joli nombre de références pour ce Et je soir. reviens aussi sur Chihaya Furu, qui est merveilleux. Chihaya Furu, incroyable. Voilà, le manga belote, quoi. Enfin, c'est le c'est shoujo trop bien, belote. Enfin, c'est... Comme Puis quoi... moi, je vais quand même citer quelqu'un, parce qu'on l'a pas cité, mais Junji Ito, voilà. Mais, Qui est bah quand oui, même, oui. qui est quand même un petit peu C'est vrai que- plutôt dans le domaine. C'est vrai qu'on a oublié de dire ça, que le milieu du manga d'horreur est arrivé c'est- avant tout par le shoujo. C'est hein. complètement féminin. C'est... Ça, il n'y a pas de débat. Hein. Tu vas dans une salle de ciné, dans un film d'horreur ou autre, tu vois plus de meufs que de mecs. Hein. Généralement, on va pas se mentir. Donc, ou alors, c'est des mecs qui sont traînés par leurs meufs. Mais ça, c'est un autre... Puis il meurt d'abord. Voilà. Voilà. Alors, justement, on va revenir un petit peu du coup sur le côté Kana, très chère Juliette, parce que du coup, je suis assez curieux de savoir justement du coup comment vous mettez en avant le shoujo dans cette jungle aujourd'hui qui est le marché du manga, là où tu as des coups de promotion qui sont en train d'exploser ou autre. Comment justement tu mets en avant le shoujo aujourd'hui, par exemple avec Sakura Saku? Eh bien, avec plein d'outils qui, pour le coup, sont des outils qui sont universels au manga. C'est-à-dire que là, on a un traitement marketing qui est universel. Donc, typiquement, Sakura Saku, tu as montré les magnifiques photophores. C'est ce qui s'appelle une prime, ou aussi appelé goodies. Voilà, c'est le genre d'action qu'on va mettre en place. Donc, évidemment, une prime, un goodies, c'est coûteux. Donc, on ne peut pas le faire sur toutes les séries. On est obligé de choisir des séries qui ont un potentiel assez fort. Ça, c'est vrai, quels que soient les segments. Petit problème de mise au point. Je tiens à certifier, je suis tout à fait objective, qu'ils sont magnifiques, même si la mise au point ne se fait pas. Si, là, on voit, donc tout ça pour dire, c'est vraiment sympa. on a plein d'outils. Donc il y a évidemment voilà, les opérations à prime qui sont un gros investissement pour le coup, pour nous côté éditeur. Donc on est obligé de le faire évidemment sur des séries sur lesquelles il y a un potentiel commercial fort, parce que on peut pas non plus. Je rêverais de pouvoir investir à perte sur tout, mais on me demande quand même de tenir un budget à l'année. Donc malheureusement, j'ai pas un chèque en blanc. J'aimerais bien. On n'aura pas Sakura Saku sur la BNF. Alors on va faire une grande statue en bronze en plein milieu de la... mais on en a des idées. On en a Ah bah je me doute bien que vous en avez des idées, je me fais pas de soucis mais là-dessus. donc, il y a plein de choses à faire, donc des opérations comme ça de remise en avant avec des goodies. Évidemment, on fait tout ce qui va être mis en avant avant la sortie, échantillonnage, donc proposer des extraits en librairie. Le jour de la sortie, après, il va y avoir tout ce qui est mis en avant, visibilité, donc tout ce qu'on appelle les PLV, les présentoirs qui permettent de mettre en avant le livre en point de vente et de le faire ressortir. Désolée, là je fais un petit peu le. Mais non, le tu as raison, BABA, c'est littéralement ce que je te demande. J'explique y a un pas peu de le jargon parce que c'est un peu, des termes techniques qu'on entend un peu qu'au marketing. Donc entre marketeurs, on se comprend, mais pour le grand public, c'est des fois un peu flou. Donc voilà, il y a plein d'outils. Donc là, je parle des actions physiques. Il y a aussi évidemment toute la com web, donc tout ce qui va être trailer, tout ce qui va être campagne sur les sites de display, donc de bannières et ainsi de suite. Enfin voilà, on a vraiment pléthore d'outils. Et donc l'idée après, c'est de travailler ces outils pour qu'ils s'adressent au bon public et qui permettent au titre de trouver son public. Donc là, voilà, on a eu l'idée du photophore sur Sakura Saku parce qu'on s'est dit que c'était un objet déco sympa qui pouvait être personnalisé. Là, j'avoue qu'on a trouvé une formule cool. Donc, si elle reçoit un bon accueil, je pense qu'on sera amené à la refaire de temps en temps.
Clairement, en plus c'est vrai que ça s'y prête bien, le visuel est cool dessus, enfin franchement c'est le genre de truc que tu t'es bien content de l'avoir un petit peu chez Watt, on va pas se mentir. Alors justement aussi, truc assez important, mais en tout cas je sais pas, peut-être que c'est que sur le tome que j'ai reçu, mais sur le tome que j'ai reçu j'ai quand même un joli sticker, 3 €. Ça, Pour, le sticker, c'est pour Blue Spring Ride. Le sticker, c'est l'essentiel. Et donc, et alors voilà, t'as anticipé aussi. Attends, ça c'est le kit presse, ça? Ouais, c'est le kit presse. Waouh! C'est le kit presse. Alors là, vous voyez des visuels qui étaient encore jusqu'à récemment en validation. Donc voilà, c'est sujet à quelques petites modifs potentiels. Donc quand il arrivera avec des belles photos physiques sur les réseaux sociaux, voilà, ce sera dans l'idée. Voilà. Oh, il tue! Bah, j'espère que je vais le recevoir. Et écoute, ton appel a été passé. Ouais, On verra s'il est entendu. Le tote bag est magnifique. Le tote bag est super cool. J'ai vu des tests. J'ai vu des tests et il est très très beau. Ah non, franchement, c'est pas celui-ci, mais non, c'est pas celui-là. On est d'accord. Il est très beau. Franchement, il est super cool. En plus, les petits Ex Libris et autres, ils sont vraiment très sympas. Alors, donc du coup, on parlait évidemment des opérations à 3 €, chose qui avait été assez intéressante, notamment du côté de Naruto. Ouais. Il y avait aussi Kujo avec Ushijima qui avait. Ushijima n'est pas à 3 €. Ushijima, c'était un tome gratuit. J'allais y venir, ne t'inquiète pas. Donc du coup, on a effectivement donc, du coup, ce genre d'opération-là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui arrive à driver les ventes? Vous le ressentez tout de suite ou... Enfin, si on le fait, c'est évidemment parce qu'il y a un effet très bénéfique. La 3 €, on l'a, comme tu le dis, on l'a rodé sur déjà quelques titres. On avait déjà une sélection de 5 titres. Ouais. Là, Blue Spring Ride, c'est le premier shoujo qui ont fait bénéficier de cette mécanique-là. Parce qu'il faut quand même savoir que voilà, c'est des mécaniques prix que nous, on doit évidemment négocier auprès de nos ayants droit. C'est pas des mécaniques qui passent facilement parce qu'on diminue le prix. Donc tu réduis la marge potentielle, machin et autres. Et puis c'est que là, il y a une petite différence culturelle où au Japon, il y a beaucoup moins souvent que chez nous des opérations qui soient sur le prix. Parce qu'en fait, pour eux, le fait de baisser le prix, c'est baisser la qualité perçue. Baisser la qualité, bien sûr. Ça les gêne. Enfin, pour eux, c'est un peu d'évaluer l'œuvre. Alors par contre, ils vont t'envoyer des goodies à 80 balles, ils en ont rien à battre. Ils sont capables de faire des goodies de folie, mais baisser le prix du tome en lui-même, là, c'est vraiment, il y a une barrière. C'est quelque chose qui, pour eux, est difficile parce que ça revient un peu à dévaluer l'œuvre à leurs yeux, ils n'aiment pas ça. Et donc pour nous, on a réussi à obtenir au fil des ans de le faire. Alors, avec parcimonie, évidemment. On peut évidemment pas le faire comme ça tout le temps, mais on s'est dit que Blue Spring Ride, c'était vraiment un très bon candidat, qu'il fallait y aller, qu'il était largement temps, qu'on avait en plus un public de plus en plus mature, avec des garçons qui étaient maintenant capables de sortir des a priori et des préjugés faussement établis. Et donc, on l'a lancé. Ça me semble l'exemple même. Voilà. On l'a lancé, et là, on l'a lancé début février. Ouais, et alors, tu vois tout de suite quand même que ça... Bah ouais, carrément. Trop bien, ouais. Carrément, parce qu'en fait, le tome 1, il est remonté dans les top titres. Ouais, vraiment. Donc là, avec l'effet du lancement de l'opération, c'était évidemment très très fort. Évidemment. Mais là, on voit bien que dans le temps, ça se tient super bien et que le tome, il a passé un palier vraiment ultra haut. Et donc, ça présume du très bon. Est-ce que du coup, il y a un lien de filiation après sur totalement. les autres tomes? Bah oui, évidemment. C'est pour ça que on sait jamais. Réussi. Tu peux avoir des gens qui sont en mode, ok, je prends le tome à 3 balles, point à la ligne, tu vois. Ouais, mais tu restes sur ta fin. Parce que, comme on le fait... Il y a des gens, ils adorent rester sur leur faim toute leur vie. Hein. Faut pas... Ils restent sur leur faim sans avoir la faim. C'est un peu... On l'attendait. J'avais dit à un moment que j'allais... je suis désolée. Mais donc, tout ça pour dire que oui, il y a un effet bénéfique. C'est hyper important et on suit et on s'assure que cet effet bénéfique, il est toujours vrai et qu'il se confirme parce qu'en fait, ça fait partie de nos argumentaires pour dire à nos ayants droit, vous voyez, derrière, le pari qu'on a fait de dire les premiers tomes, on accepte de les brader, entre guillemets, pour accrocher et faciliter le fait d'arriver sur la série, ça convertit sur le long terme parce que les tomes ensuite qui sont là pour le coup à prix plein, leur vente augmente, clairement. Bon, dans tous les cas, en gros, bref, c'est que des opérations qui sont potentiellement vraiment... un succès pour vous derrière. On peut espérer en tout cas que vraiment ce petit photo fort soit quelque chose qui arrive à motiver un peu plus les gens. Et je vous jure, il est quali, hein. Franchement, il est vraiment sympa. Hein. C'est plus crédible quand c'est pas moi qui le dis, c'est ça? Non, c'est pas ça. En fait, c'est juste que, étant donné que moi, je suis pas forcément un gros client de ce genre de choses-là, me dire, non, franchement, il est stylé.
je trouve que c'est plutôt pas mal, tu vois, de se dire... donc même quelqu'un qui n'est pas forcément super sensible à ce genre de choses-là est capable quand même de trouver qu'il y a un taf qui est fait dessus. Écoute, Donc, c'est pour ça que tu me j'aime fais bien un plaisir, petit tu peu vois, je me dis en job is avant. done, tu vois. Exactement. Donc du coup, alors est-ce que tu peux peut-être nous dire justement comment on l'obtient, ce photophore? Alors, bah, c'est en ce que moment même. en kit press ou c'est justement sur Non, une non, vraie non, OP dans les librairies c'est en potentielles? ce moment même, en OP, en librairie, donc évidemment dans les librairies participantes. Évidemment. Le mieux quand on n'a pas un libraire proche, c'est de l'appeler pour se renseigner quand même avant de se déplacer, de s'assurer qu'il a bien l'OP. Mais donc, il est offert pour l'achat, donc du tome 1 de Sakura Saku obligatoire, puisque c'est la nouveauté, et d'un autre tome de Yosaki Saka. Ok, Donc, d'accord. pour tous les fans qui ne sont pas forcément à jour de toutes les séries, c'est l'occasion. Clairement. Pour ceux qui seraient à jour de toutes les séries, c'est l'occasion de rappeler qu'il y a aussi les tomes de Short Love Stories. C'est vrai qu'ils sont super bien. Dans la série Short Love Stories, il y a 2 tomes qui sont dédiés à Yosaki Saka, et donc qui sont intégrés dans cette opération. Et puis dans le cas de fans qui auraient vraiment tout, sauf Sakura Saku qui vient de sortir, je tiens à faire savoir que voilà, Blue Spring Ride tome 1 est à 3 € et que rien n'empêche, De pour l'offrir. obtenir le photophore, d'offrir ensuite le tome en doublon à un bon ami qui n'attend que la parfaite occasion de découvrir le shoujo. Complètement. C'est beau. On Et, sent que le marketing. et les short love stories, c'est passionnant parce que ça permet de découvrir une autre facette de Io Sakisaka sur des formats beaucoup plus courts que les séries au long cours auxquelles elle nous habitue avec plaisir chez Kana. Oui, effectivement, c'est vrai que... De toute façon, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais c'est vrai que c'est une autrice qui a quand même déjà pas mal de séries, entre guillemets, longues à son actif, donc tu as bien raison de le préciser, mon très cher Mathieu. On va finir justement cette partie avec une question quand même assez importante, et là je vais me tourner vers toi Mathieu. Voilà. Je suis assez curieux, parce que du coup, là on va vraiment parler de l'influence qu'a eu le shoujo en France. Qu'est-ce que ça a posé, et on va pas se mentir... Moi, il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est évidemment Lady Oscar. Ah ouais. Ah bah tu vois, parce que moi je pense que, hélas, à l'heure actuelle, l'influence du shoujo en France, je vais pas dire qu'elle est nulle, mais elle est quasi inexistante. Ouais. C'est pas compliqué quand tu vois les créations françaises, dans 95% des cas, on va avoir du shonen d'action parce que c'est le genre le plus porteur aujourd'hui. Alors, ça c'est déjà un truc. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller au Japon, qui vont aller au Japon un jour parce que c'est le pays du manga. Et si ces personnes vont à Tokyo, vont à Ikebukuro, vont au Animate d'Ikebukuro, là ils vont prendre conscience du marché économique qu'est le shoujo au Japon. Et, Au Japon, c'est sûr que c'est un autre et ils vont game. comprendre que rien qu'au Japon, ça explose le marché du manga global en France. Et que donc c'est quelque chose qui pèse très lourd. Alors que chez nous, économiquement, stylistiquement, l'impact est pas si fort. Cependant, il y a Nana qui, quand il est arrivé en France, a vraiment Nana, rué dans les brancards. Alors, Et Captain Sakura aussi. ouais, Mais ça, c'est à travers l'animé. non, parce que 4 En Captain mode- Sakura, on reste sur un principe qui est celui de la Magical Girl. Et les plus vieux comme moi connaîtront Crémy, connaîtront Amy Magique, connaîtront Gigi, Caroline, les poudriers magiques, etc. Oui, mais là, je te parle vraiment de ma génération. Je te jure que Oui. Captain Sakura en tant que tel, Certes, Qui c'est font la un bagarre. truc tout le monde on fait la bagarre. dans... Alors, Mais c'est ça qui est bien avec Mathieu, c'est que Alors- genre, je sais que je peux y aller. tu vois, ce qui va être très drôle, c'est que Cardcaptor Sakura, c'est donc les Magical Girls, c'est le pendant féminisé des super-héros. Tu as Superman, Oui. hop, il met sa cape, il va se dire, et voilà, c'est devenu un super-héros. Et dans les Magical Girls, elles sortent leur sceptre, elles se transforment et elles peuvent aller faire le truc. Jusque-là, c'est limpide. Et jusqu'ici, jusqu'avant Cardcaptor Sakura, ça qui est très intéressant, ce qui se passait, c'est que la petite fille devenait adulte pour résoudre ses problèmes. Elle n'avait pas des gros biscottos, elle n'avait pas des rayons laser avec les yeux ou quoi que ce soit. Elle devenait adulte et ça permettait de résoudre les problèmes à hauteur d'enfant ou d'adolescent. Cardcaptor Sakura, c'est la première qui reste une petite c'est fille. vrai, ça. Et donc ça change un petit peu le game, ça change la donne. Peut-être que pour ça, ça a eu un impact différent. Cependant, Nana, puisque je reviens quand même à mon sujet d'origine, Nana, je ne sais pas si c'est le côté rock'n'roll qui est une attache qu'on connaît en Occident, nous Ouais. aussi. Je ne sais pas si c'est le côté girl power qui était vraiment, mais là, extrêmement frappant. Ah ben, on le retrouve dans les shoujo, on le retrouve pas aussi vindicatif.
il est arrivé et ça a vraiment débloqué beaucoup de choses. Ça a permis à plein de shoujo d'arriver derrière, à ce qu'il y a un public qui découvre vraiment que le genre, justement, on allait au-delà de la simple bouette, ça a commencé à casser les préjugés. Seulement, il y a tout un public aujourd'hui qui a compris que les préjugés liés au shoujo étaient faux, notamment grâce à Nana. Mais ce public n'est pas le public manga. Et donc, bien sûr, encore aujourd'hui, il y a tout un travail à faire pour qu'on ait une véritable influence. Moi, j'attends avec une impatience, non dissimulée, le shoujo made in France. Voilà. Moi aussi. C'est. Il y en a déjà eu quelques-uns. Mais moi, il y en a Pas nombreux, pas nombreux. Alors, j'ai cité un titre parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, mais j'attends le Dreamland shoujo. Voilà, le titre qui arrive, Qui rencontre son public. et qui soit un véritable succès populaire. Moi, tu sais, j'ai... Là, il y aura une influence du shoujo. Il y a un truc récemment qui, je trouve, justement, se rapprochait peut-être un petit peu de ce truc-là, même si c'était peut-être encore un peu connoté shonen, mais un de vos auteurs, d'ailleurs, Senshiro, qui a sorti un one-shot qui se nomme Running to Your Heart, qui est un one-shot entièrement muet, et qui est ultra cool, tourné autour d'une romance, et j'ai trouvé ça trop cool de voir justement un auteur français commencer à tremper dans ce genre de choses-là, et en plus de ça, le faire d'une manière, mais je t'invite vraiment à le lire. Ah mais écoute, tu me redonneras le titre. C'est vraiment Running to Your Heart, ouais. Et je te jure, enfin, ce truc a été donc du coup posté sur Manga Plus Creator, il est resté premier pendant 2 semaines. Par contre, je vais quand même rajouter une chose par rapport à mon propos. Je pense que l'influence du shoujo, elle est en train d'arriver là encore en sous-main, parce que y a une crise de la natalité qu'on connaît tous au Japon. Les magazines shonen, ils ont de moins en moins de jeunes garçons à alimenter, donc ils s'ouvrent à un public plus large. Donc ça peut être soit en grimpant dans les catégories d'âge, en cherchant des jeunes adultes, enfin des adolescents un peu plus grands, notamment quand on voit des titres comme Death Note qui arrive dans le Shonen Jump, tu fais « Wow, dis donc, Death Note, c'est quand même un petit peu lourd pour un collégien de 12 ans ». Et ça va. D'un autre côté, il cherche à s'ouvrir aussi à un public féminin. Et c'est là qu'on va voir des éléments du shoujo qui vont se greffer petit à petit au shonen. Et on voit des trucs un peu hybrides comme Black Butler, comme Dick Grayman, où tu te dis, tiens, quand même, des touches très très shoujoesques qui se glissent dedans. Donc peut-être que ça va s'instiller de plus en plus pour qu'on ait des produits qui soient de plus en plus mixtes, alors que jusqu'ici, le marché éditorial était extrêmement segmentarisé au Japon, et que par là, il y a une passerelle qui se crée, et que là, on a une nouvelle influence du shoujo qui puisse apparaître. Mais là, aujourd'hui, en 2023, je pense que l'influence du shoujo par rapport au marché français, elle est vraiment, hélas, pas très grande, et moi, je souhaite qu'elle se développe, mais ça va dépendre du lectorat, et c'est parce qu'on a un lectorat de plus en plus mature, et ouvert, de plus en plus ouvert, qui profite de 20 ans de catalogue chez les éditeurs. Maintenant, quand tu débarques dans le shoujo game, dans le manga game aujourd'hui, t'as tellement plus de titres à découvrir qu'il y a 20 ans. Donc peut-être que grâce à ça, on va enfin voir des choses émerger purement shoujo. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment trop tôt pour... Alors on me demande, avez-vous les chiffres de vente de shoujo par rapport au shonen ou au seinen? En gros, pour te donner un ordre d'idée, le shonen, évidemment, c'est ce qui crève le plafond et ce qui fait le plus de ventes sur l'année. Après, tu vas avoir à peu près 20-25%, voire 30% de seinen, et le reste, ce sera du shoujo, donc on est malheureusement sur un peu... je crois que j'avais vu quoi 9 ou 8% de ventes sur l'année. Donc c'est évidemment un petit peu compliqué quand tu prends purement les chiffres, évidemment. Hein, c'est sûr que c'est pas non plus le truc qui prend le plus de place, mais bon, je suis quand même content de voir que, tu vois, plus on avance, plus ça s'étend, ça va chercher un nouveau lectorat. On commence vraiment à arriver sur quelque chose qui peut être vraiment intéressant, je pense, monétairement parlant, en tout cas pour les éditeurs, on l'espère. On voit un peu plus. Toi, Alice, justement, est-ce que tu trouves déjà qu'il y a eu des shoujo qui ont réussi à influencer un petit peu certaines choses en France ou pas du tout? Je pense, pas forcément en France, mais le shonen en général, je pense que sans le shoujo, il serait pas ce qu'il est... Aujourd'hui, on n'aurait pas forcément, par exemple, de personnages principaux masculins qui s'autorisent à pleurer, par exemple, ou des choses comme ça. Où on a le shoujo qui est quand même très basé sur, entre guillemets, le sentimental, où on s'autorise à dire des choses, à pleurer, à s'excuser. Et je pense que sans toutes ces autrices et auteurs aussi,
qui s'autorise à publier ces choses-là, on n'aurait pas des personnages comme Naruto, par exemple, Naruto ou d'autres d'ailleurs, mais Non, je Naruto, pense c'est un bon qu'on... exemple où ça pleure beaucoup. Ouais. Oui. Il y a beaucoup de sentiments dans Naruto, donc je pense qu'on n'aurait pas autant de... Enfin, le shoujo a beaucoup eu d'impact sur le shonen, et en France, j'ai pas trop d'avis sur la question, je sais juste que pour le public féminin, le shoujo a été un peu une libération. Au début, on les voyait à la télé avec Sailor Moon et tout, etc. Et on avait enfin des personnages féminins qui étaient des personnages principaux et qui n'étaient plus du coup des personnages secondaires qu'on voyait de temps en temps. Et du coup, c'était des femmes fortes, indépendantes, qui arrivaient à terrasser un méchant et tout, etc. Donc en France, ça a apporté énormément. Voilà. Mais tu vois, par rapport à ce que Sailor Moon me fait penser à un truc, c'est qu'en Europe de l'Ouest, en Europe, en règle générale, le manga est arrivé via les dessins animés japonais. Ah bah oui, bien sûr. Et en Europe de l'Ouest, on a eu Goldorak, les Chevaliers, Los Caballeros del Zodiaco, et j'en parle. Donc, ce qui fait que l'Italie, l'Espagne, la France, on a un marché qui est extrêmement shonen. Or, en Allemagne, il a fallu attendre beaucoup de temps, notamment après la chute du mur, pour qu'il y ait les premières chaînes privées qui arrivent. Et donc RTL Zwei est la première chaîne à avoir fait venir des dessins animés japonais. Et le premier dessin animé japonais à avoir cartonné grâce à RTL Zwei, c'est Sailor Moon. Et la fanbase au Japon, en Allemagne, de manga, est extrêmement féminine. Et là, par contre, on a des shoujo manga qui sont créés localement. Moi, je suis allé pas mal de fois en Allemagne faire des conventions. Mais alors, les premières fois où j'y suis allé, je fais waouh, 80% de filles. C'est ouf, ça. Ça se voit pas mal sur les réseaux sociaux d'ailleurs. En plus, il y a eu une espèce de conjonction des planètes. On était avec vraiment la mode émo gothique qui en Allemagne cartonnait à mort. Kaori Yuki, mais venait, là, les gens étaient là, notre déesse. et vraiment, on a pu voir énormément de clones, mais de mangas créés par des Allemandes, façon Kaori Yuki, façon shoujo, et c'est un marché qui a extrêmement pris. Donc il y a ça aussi comme vecteur qu'il faut prendre en considération. Ouais, bien sûr, Il est tout à fait possible d'avoir une grosse influence shoujo sur un marché local, mais nous, en France, on a été bercé par le shonen. Donc il faut que le shoujo il fasse la bagarre pour s'imposer à son tour et faire des petits derrière. Bah écoute, non mais en vrai c'est intéressant de savoir que du coup en Allemagne c'était très différent. L'Europe de l'Est, on a vraiment tout un pan qui est extrêmement shoujo. Tu sais, moi ça me fait penser à... Parce que je réfléchissais aux influences potentielles, mais en fait on a un dessin animé qui pour moi vient un petit peu de ces idées-là et qui justement... les créateurs ont dit justement que ça venait des mangas et ce genre de choses-là, mais il y a eu Totally Spies, ma gueule. C'est vrai. Qui était littéralement 3 nanas en combi avec des gadgets de zinzin qui cassaient la gueule à tout le monde. C'est vrai. C'est vraiment... c'est un truc de ouf de se dire que ça a été vraiment probablement influencé par du shoujo, quoi. Et bah écoute, ma très chère Juliette, est-ce que tu as peut-être un mot à dire encore sur l'influence potentielle du shoujo en France, ou est-ce que tes deux comparses sont... Je pense que c'est dur de compléter après mes deux comparses. Donc c'est pas grave, je vais te dire au sujet suivant. Eh ben nickel, puisque le sujet suivant c'est un concours, messieurs dames. C'est le concours, vous avez 1 minute dans le chat pour écrire shoujo pour pouvoir remporter 10 tomes 1 de shoujo disponibles chez Kana. Donc n'hésitez pas alors attention, vous pouvez choisir aussi 10 volumes de 1 shoujo. C'est possible aussi, mais si tu veux un volume de 10 shoujo, ça se fait. Donc voilà, vous avez 1 minute, notre grand démon dans le chat, je suis désolé mon frérot, mais ce pseudo il est incroyable, qui nous tirera au sort le participant. Vous avez 1 minute top chrono, et puis après on enchaînera tranquillement sur Io Sakisaka. On va attendre tranquillement, vous avez éclaté le chat, vraiment c'est... Mais ça fait plaisir, c'est bien, c'est bien. Si tu veux une question du chat, là c'est feu, c'est mort. Non, mais dans ces cas-là, je demande pas les questions du chat, parce que je connais les personnes dans le chat, je sais très bien comment un chat Twitch réagit quand il y a des concours. Tu connais les loustiques. Oui, un petit peu. Et évidemment, merci Mademoiselle Soso. Mademoiselle Soso qui me raide absolument partout en ce moment, merci beaucoup ma sœur, ça fait plaisir.
bienvenue à toi sur ce live. Nous allons parler de Io Sakisaka. Installe-toi. Rappelle le concours peut-être parce que Oui, mais là on est. Ouais, non mais. on est passé, ça y Tu est. peux écrire Shoujo à balle. Vas-y, écrivez Shoujo. Vous pouvez remporter donc du coup 10 volumes d'un. Après le téléphone. On espère que ça va pour la technique. CHOGEAUD. On aurait dû prévenir que c'était Shoujo ce soir qui aurait de la casse. Ah non mais c'est le retour de Shoujo Bagarre, encore une fois, décidément, ça va nous suivre hein, vraiment pour toute l'émission, c'est une dinguerie. On va attendre évidemment le message de Grand Démon dans le chat pour nous dire que c'est good, on peut y aller, mais nous allons pendant ce temps-là attaquer la partie sur Io Sakisaka, puisque justement, Juliette, petite information quand même très cool, mais Io Sakisaka ça débarque chez Mangayo. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce que ça peut apporter et de justement comment le manga numérique arrive de plus en plus à s'imposer en fait? Alors, il y a plusieurs sujets Ouais. dans le manga numérique, parce que il y a toute la partie abonnement et qui est une nouvelle façon en fait de commercialiser. Ouais. Donc c'est un autre modèle, mais qui en fait est similaire à vendre les mangas en point de vente ou en e-book, même si c'est un modèle économique un peu différent. Et puis après, avec Mangazio, il y a l'aspect prépublication numérique qu'on fait, mais là qui touche plutôt nos créas, pour le coup, que les séries licenciées en tant que telles qui viennent du Japon. Donc là, pour le coup, pour Io Sakisaka, c'est une bonne nouvelle parce que c'est un nouveau canal de diffusion commercial. Parce que là, c'est rejoindre l'offre abonnement. Ouais. Donc là, ça veut dire tout un nouveau public, potentiellement des lecteurs qui lisent uniquement en tout numérique, qui ne font pas forcément d'achat à l'acte au tome, et donc qui vont pouvoir y accéder par une formule un peu différente. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire plus de lecteurs potentiels pour la série et des séries de l'autrice. Alors, du coup, là je vais me tourner plus vers toi Alice, mais je suis assez curieux de voir un petit peu comment tu définirais la spécialité de Io Sakisaka, parce qu'elle a quand même des histoires qui sont sur le plateau actuellement comme on peut les voir, mais qu'est-ce qui pour toi justement fait vraiment la patte de Io Sakisaka? À part son graphisme qui est très très beau, je trouve, c'est sa capacité à décrire avec exactitude l'adolescent. Ouais. C'est très fort comment elle le fait, je trouve, et puis elle se gêne pas pour utiliser certains clichés des romances lycéennes, style « Oh là là, il a bu sur la même bouteille, on va faire un bisou ». Enfin, vraiment, elle n'hésite pas, hein, exactement. Et pourtant, elle arrive à jongler entre un cliché qu'elle peut s'approprier et en même temps pointer du doigt l'adolescent et ses doutes, ses peurs, etc. Et elle arrive à faire ça, on dirait que c'est presque facile et pourtant c'est pas si facile que ça. Et on a vraiment l'impression de rentrer dans la tête des ados, de les comprendre. Et c'est beaucoup d'introspection qui sont très fortes et très parlantes. Ok. Non, j'aime beaucoup ce que tu dis, encore une fois, mais c'est bien parce que ça rejoint ce que tu disais au début de l'émission, concernant même toi-même ta propre vision d'ailleurs des œuvres de Sakisaka autour justement de l'adolescent et tout. C'est ultra intéressant. Toi, Mathieu, est-ce que tu as peut-être une autre vision potentielle sur Io Sakisaka? Ça rejoint ce qu'ils Alice, mais de manière... Enfin, oui, c'est à savoir la construction identitaire. On en parlait juste un petit peu avant que l'émission. Et on s'est rendu compte que souvent la structure d'une longue série chez Io Sakisaka, il y a une espèce de petit prologue assez court et dans lequel le personnage principal, donc très souvent une jeune fille, ce qui est normal puisqu'on s'adresse à un lectorat féminin adolescent, se sent totalement blanc, comme javelisé, comme sans aucune aspérité, sans aucune personnalité. Et d'un seul coup, à la toute fin de ce prologue, elle prend conscience que non, elle a quelque chose. Et après, à partir de ça, elle va finir par construire sa personnalité au fur et à mesure. Alors ça va être au hasard des rencontres, au hasard des crushs, des déceptions amoureuses, des réussites. Enfin, il y a des amitiés, il y a beaucoup de déménagements, de rencontres un petit peu improbables. Mais à chaque fois, c'est des éléments un petit peu extérieurs qui vont arriver, qui vont la faire sortir de sa zone de confort. Enfin, elle n'avait pas de zone de confort, justement, au début. Et à force d'être un petit peu brinque-ballée, cette personne se rend compte que non, moi j'en ai marre d'être juste brinque-ballée par les événements et j'ai envie d'être moi. Et c'est ça qui est
c'est génial pour des adolescentes, puisque Ouais. l'adolescence, c'est quand même la période de la vie où on Bah, tu te s'affirme, où on se construis construit, vraiment. et c'est fait de manière très très intelligente. Donc on est beaucoup plus sur la construction d'un personnage, encore une fois, que sur mon Dieu, je suis une bêtasse amoureuse du beau gosse, quoi. Non mais vraiment, ce cliché qui colle à la peau du shoujo, il y a un moment, il faut le... Oui, hein. Et d'ailleurs, je félicite Kana, mais je félicite aussi beaucoup d'éditeurs francophones qui font un très très bon tri dans le shoujo, parce qu'on va pas se mentir, hein, de même que dans le shonen, il y a énormément de titres d'action vus, revus au Japon qui ne viennent pas chez nous parce que c'est des titres super génériques. Ouais, des shoujo de romance niaise au Japon, il y en a par palette. Mais en France, il y a vraiment un très très bon crible qui est fait, justement peut-être parce qu'il y a ce cliché qui colle à la peau du shoujo, qui fait qu'on a vraiment le pompon sur la crème du gratin, quoi. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Mais bravo aux éditeurs pour ça. C'est cool. Toi, Juliette, comme tu l'as dit, tu es grande lectrice de shoujo. Est-ce que justement tu vois quelque chose qui différencie Yosaki Saka Moi, ce que j'adore, et ça va rejoindre à nouveau mes deux comparses, mais c'est vraiment la profondeur de la psychologie des personnages et surtout la profondeur des évolutions, en fait. Parce que c'est pas catapulté à un moment, d'un coup, elle décide d'un revirement. Enfin, c'est motivé. Et pour chaque personnage, que ce soit fille ou garçon, c'est motivé, c'est cohérent. Elle a une vraie structure dans le développement de ses personnages qui fait que, oui, le personnage au début, on peut ne pas avoir d'empathie avec lui parce que, à titre perso, on a une personnalité qui ne colle pas avec ce qu'est le personnage. Donc on peut se dire, pas d'empathie, je rentre pas dedans. Franchement, je la trouve creuse, cette héroïne, j'arrive pas. T'arrives pas à raisonner avec, quoi. Ça peut, au tout début, on peut se dire un peu justement ce côté fade, délavé de l'héroïne, en mode Et en fait, non, très vite, Yosaki Saka, pardon, excusez-moi, c'est la fin de journée. Sa force, c'est que très vite, elle montre que oui, il peut y avoir un départ qui part d'un point un peu zéro, mais qu'en fait, très vite, on monte dans les tours. Et qu'en fait, ces persos qui, d'extérieur, paraissent très simples, ne se résument pas à ça, et que finalement, toute personne qui peut, dans son environnement, que ce soit familial ou scolaire, être quelqu'un de très effacé et d'invisible, en fait, non, on a tous une personnalité à travailler et ça vient de la responsabilité propre à chacun de décider de sortir de sa position, quoi. Il y a un titre qui est super parlant pour moi par rapport à ça, justement par rapport au fait que face aux événements extérieurs qui vont arriver, on construit sa personnalité en retour. C'est Love, Beloved, Live, Be Left. Je suis grave d'accord. Aimer, être aimé, larguer, être largué. Et quand on est adolescent, on va passer par ces 4 étapes. Alors peut-être pas dans cet ordre-là, hein, mais la première fois qu'on est amoureux de quelqu'un, la première fois qu'il y a quelqu'un qui est amoureux de soi et qu'on fait mais moi en fait non, la première fois qu'on doit larguer quelqu'un, la première fois qu'on est largué par quelqu'un, c'est des événements qui vont construire sa personnalité. Parce que quand on largue, est-ce qu'on essaie de larguer en étant gentil? Est-ce qu'on largue en étant une véritable raclure? Enfin, et Love, Beloved, Live, Be Left, ça prouve que les histoires d'amour, ça apporte beaucoup dans la construction. Ça peut construire, les personnages de Love, Beloved, Live, Be Left, on les voit évoluer par rapport à ça, justement. Je suis assez d'accord là-dessus. En vrai, vous avez, je pense, bien fait le portrait de Yosaki Saka, en vrai, en termes de on lui a bien fait le portrait. On continue. Ça va. Tu veux que je le dise? Retour de Shoujo Bagarre, encore une fois, évidemment. Hein. Ça continue jusqu'au bout. Nous avons le plaisir d'avoir une petite vidéo de Yuki qui est justement dans le chat pour nous dire pourquoi en fait déjà elle aime Yosaki Saka et combien elle l'aime. Donc, petite vidéo et après, on prendra évidemment vos réactions dans le chat. Cœur sur Yuki. Parce que c'est la première autrice shoujo de laquelle je suis devenue ultra fan. Pourquoi un coup de cœur aussi gros? Parce que c'est une autrice qui arrive à mettre une ambiance incroyable dans ses mangas sans utiliser de dialogue et de fioritures d'effets autour des personnages. Et ça, je trouve ça incroyable. Et comment je suis tombée dans Yosaki Saka? C'est en trouvant par hasard le tome 2
d'une série qu'elle avait réalisée, une série courte en 2 tomes. Et je n'avais pas le tome 1, et j'ai lu le tome 2, et je suis devenue ultra fan. Bonjour. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yuki pour ces mots, ça fait bien plaisir en vrai de l'avoir. Hein. On l'avait eu évidemment sur Yu Yu Hakusho le mois dernier, émission incroyable, on s'était régalé. Bon, en tout cas, merci évidemment à notre très cher Yuki et le chat, tout de suite qui remercie bien sûr, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Que de l'amour. Exactement. Alors, maintenant, on va pouvoir Pourquoi rentrer un petit peu plus dans le sujet. On est là pour la sortie, donc du coup, à la base, de ce petit tome-là, de Sakura Saku, le tout nouveau manga de Yosaki Saka. Juliette, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu l'histoire et nous dire de quoi va retourner ce petit tome? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc dans Sakura Saku, on suit Saku, l'héroïne. Et alors là, avec tout ce qu'on s'est dit, normalement le pitch, vous allez pouvoir vous dire, c'est bon, on a retrouvé, c'est Yosaki Saka. Donc on suit Saku, notre héroïne, qui est collégienne au tout début, et qui un jour, en prenant les transports en commun, le métro, va faire un malaise, elle va se sentir mal, quelqu'un va... alors elle va pas tout de suite perdre connaissance, quelqu'un va gentiment lui ouvrir la fenêtre pour qu'elle puisse avoir un peu d'air, et au moment où elle descend à sa station, elle est un peu groggy, et en fait elle va se retrouver avec son sac pris dans le métro, dans la foule de personnes, et elle, en essayant de rattraper son sac, va perdre l'équilibre, avoir des vertiges, et en fait finalement s'effondrer, perdre connaissance. Et il se trouve que quand elle se réveille, elle a été amenée au poste de secours de la gare par un inconnu, qui a pris soin en plus d'aller récupérer son sac, qui a vu que son sac a été resté dans la rame. Le sac offert par sa grand-mère. Le sac offert par sa grand-mère, auquel elle est Quel très attachée. Et Ce bon samaritain lui a laissé son nom, son numéro de téléphone. Donc évidemment, elle tout de suite essaye de l'appeler, de le joindre pour le remercier, sauf que, manque de chance, le numéro ne fonctionne pas. Enfin, elle n'arrive jamais à entrer en contact avec ce sauveur, dont elle n'a que le prénom et le nom. Donc, cet événement, qui, elle, jusqu'à présent, se trouvait très effacée dans son monde, très en retrait, cet événement, le fait d'avoir cet inconnu qui a pris soin d'elle aussi bien et de manière totalement désintéressée pour le coup, ça l'a fait se remettre en question et se dire que en fait, elle aussi, elle veut avoir un impact sur le monde, un impact positif, et donc elle va avoir à cœur, dès que possible, d'aider son prochain. Donc ça va devenir un peu son leitmotiv. Elle va grandir, donc passe le collège, elle arrive au lycée, mais toujours avec cette envie de retrouver ce bon samaritain qu'elle voudrait remercier, parce que plus que de l'avoir sauvé ce jour-là, il l'a amené à remettre en question son approche de la vie. Donc elle le cherche, arrive l'entrée au lycée, où dans sa classe, elle se rend compte qu'il y a un certain Sakura, et que le garçon qui l'a aidé à l'époque s'appelait Ryosuke Sakura. Et donc le Sakura de sa classe n'est pas le bon Sakura, ce n'est pas Ryosuke. Ah, ce n'est pas Ryosuke. Mais il semble qu'il ait un grand frère qui s'appellerait Ryosuke Sakura. Tiens. Et alors là, vous allez dire, waouh, j'ai pitché bien 3 tomes dans un shoujo classique. Tu parles? Bien non, là j'en suis au chapitre 2. Mais je vais m'arrêter là, volontairement. De toute façon, c'est la dernière planche qu'on a vue, donc c'est nickel. Et alors voilà, là c'est le Sakura qui n'est donc pas Ryosuke. Et donc je vais m'arrêter là, tout simplement parce que c'est vraiment les prémices de l'histoire. On se dit, elle va nous embarquer dans une recherche du bon samaritain, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est peut-être un faux fil rouge, mais le plaisir, c'est de le découvrir par soi-même. Donc, je m'arrête là. Ce que je peux dire en complément, c'est que là, il y a tous les bons ingrédients de Yosaki Saka. Ça me semble très bien. Il y a tout ce qu'il faut pour le pitch. Maintenant, on va passer à vos avis de votre côté. On va commencer par Alice. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier tome? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plus attiré que, par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, mais Blue Spring Ride, ça avait été, par exemple, un peu ton shoujo doudou. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu retrouves des vibes déjà peut-être de Blue Spring Ride, ou tu trouves justement que ça va aller chercher autre chose? Elle va encore un peu plus loin en plus. Alors le premier tome est assez introductif, je dirais, au niveau des personnages, de leur façon d'être, etc. Donc il ne faut pas se fier uniquement à ce premier tome et à ces premiers chapitres. Mais moi j'ai adoré, et
j'ai eu vent qu'il y allait avoir un personnage LGBT. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi. J'ai adoré le premier tome dans son ensemble, mais on sent qu'elle annonce autre chose aussi qui est la toxicité dans un couple, parce que l'amie de Saku, elle a l'air d'avoir un mec au secours, quoi. Et donc elle a l'air de vouloir traiter différents sujets par rapport à ses autres œuvres, et en fait elle est en constante évolution à chaque fois. Si on les relit dans l'ordre chronologique de leur sortie en France, on voit quand même qu'il y a une évolution au niveau du dessin, et aussi de l'ado qu'elle décrit. Elle est très actuelle à chaque fois. Avant, avoir un perso LGBT dans une romance entre grands guillemets classique, c'était, on voyait pas ça, quoi. Et le fait qu'elle aborde ce sujet-là, ça apporte un vrai plus. Et plus les autres sujets qu'elle va aborder en même temps, on va avoir du lourd. Ouais, je pense. ok. C'est potentiellement, peut-être qu'elle va détrôner Love Beloved dans mon cœur. Ah ouais, ok, carrément. Peut-être. J'attends la suite encore. Mais... Vas-y. J'allais dire, genre, c'est ma faute, pardon, Mathieu. Je t'en prie. Je suis désolée, j'ai vu un... Vas-y. Arrêtez la J'ai mis un politesse. hypercute. Saisis. Alors, Arrêtez la politesse, là. Non, mais on est limité dans le canapé, tu vois. Voilà. J'allais juste intervenir pour dire ce qu'Alice disait, ça m'a fait réfléchir à un point fort de Yosaki Saka qu'on n'a pas abordé plus tôt, c'est que en fait, de série en série, c'est vraiment ces séries sont à lire dans l'ordre où elle les a écrites, parce qu'en fait, il y a un vrai cheminement scénaristique. Ouais. Et là où Strawbridge, on arrive sur un tout premier amour très candide. Enfin voilà, c'est vraiment là, c'est un shoujo qui peut être lu très très jeune, parce qu'il est vraiment adapté à ça, les tout premiers émois. Là où Blue Spring Ride, on est déjà sur un amour adolescent qui s'affirme un peu plus, et là où sur Love Beloved, Live Be Left, on est sur l'amour lycéen, mais là avec un quatuor, des dynamiques beaucoup plus complexes, et ainsi de suite. L'une des grandes forces de Yosaki Saka, c'est que voilà, de série en série, elle amène plein de nouvelles thématiques, et donc je rejoins Alice. Sakura Saku, on en connaît encore assez peu. Ouais. Mais si elle reste sur la même lancée que les 3 séries précédentes, clairement, Sakura Saku, ça laisse présumer de... Elle s'actualise à chaque fois, parce qu'en plus, elle est plutôt jeune, elle n'a pas 50 ans non plus, mais... 75. Ah, 75 ans, c'est ça? Non, elle est née en 1975. Pardon. Non mais oui, du coup, elle est pas ado, quoi. Du coup, ça m'aurait pas étonné à la base qu'elle perde cette connexion. Et parce qu'elle s'inspire de son vécu personnel et du vécu des autres aussi. Mais elle arrive quand même à rester hyper actuelle. C'est impressionnant, quoi. C'est ça qui est quand même vachement bien aussi avec ce genre d'auteur-là et d'autrice-là, qu'on soit capable de suivre leur évolution et de rester dans l'actualité. Moi, j'avoue que c'est un vrai tour de force à chaque fois, je trouve, quand même. On va pas se mentir. Du coup, Mathieu, ton avis? Parce que bon, tu nous as parlé de ce fameux sac, mais... Je vais reprendre ce qui a été dit à ma gauche, à savoir que c'est vrai qu'on sent l'évolution de Yosaki Saka. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve marquant, c'est que par rapport à Strawbridge, qui est vraiment centré sur son intrigue principale, au fur et à mesure de ces séries, Yosaki Saka développe plus de thèmes. Et c'est de plus en plus complexe, c'est de plus en plus... Et effectivement, si là en plus il y a un personnage LGBT qui arrive, il y a la toxicité dans le couple, il y a beaucoup... Donc il y a encore de plus en plus de thématiques qui vont être brassées, et ça va rendre le sujet encore plus intéressant. Ça va à toute allure, et surtout, le fameux faux fil rouge, moi j'adore... Il n'y a rien que j'aime tant dans un manga que commencer à le lire et me dire, allez... Ça va par là. Je sais où on va. Et d'un seul coup, paf, on me fauche, petit tacle l'arrière. Mais celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Et là, il y a un truc, mais alors, je ne l'ai pas vu venir du tout. C'est apporté de manière... Juste dans le tome 1. Ouais, c'est apporté de manière très très intelligente. En plus, ça se passe de... Mais alors, c'est super poli. Oh, blablabla. Je ne vous dis... Mais c'est... Et toi, tu fais... Ah ouais, en fait, là, on a complètement redistribué les cartes, la donne est complètement changée, et t'arrives vers la fin, et la tome se finit, tu fais quand t'arrives le tome 2. Et c'est pour ça que c'est super cool, par exemple, que Blue Spring Ride soit à 3€, parce que ceux qui vont découvrir Yosaki Saka uniquement avec Sakura Saku pourraient peut-être rétrospectivement être un petit peu déçus en lisant ces titres précédents qui ont moins de complexité, moins de strates. Donc c'est pas plus mal, si vous connaissez pas du tout Yosaki Saka, profitez de l'offre pour prendre le premier tome de Blue Spring Ride pour quand même voir l'évolution de l'auteur, et éventuellement allez-y carrément prenez Strawbridge, là vous verrez, vous verrez vraiment trois jalons dans le truc. Et alors
Là, j'ai cité Blue Spring Ride parce qu'il y a l'offre dessus. Mais moi, je suis comme Alice, Love Beloved. Mais Juliette est très contente que tu fasses ça. Tu fais son boulot, évidemment. Mais je pense que mon uppercut lui a fait peur tout à l'heure. Voilà, ouais. Mon uppercut un peu sauvage. Je pensais pas par rapprocher que tu files. Ah, Je t'ai parlé de mon budget annuel. Ah oui, merde, c'est vrai, justement, c'est moi qui te fais le chèque en fait. L'émission qui part en freestyle, j'adore. C'est tout ce que je veux dans cette émission. Bon, du coup, ton avis dessus, toi Juliette, bon, j'imagine qu'il rejoint évidemment les deux, mais est-ce que toi justement, en tant que personne chez Kana, t'as peut-être une attente un peu plus profonde pour ce titre ? Bah alors, il y a deux personnalités en moi. Ok, double face, il n'y a pas de problème. Non, je veux dire, il y a deux personas en moi, si tu veux. Il y a deux positions que je dois tenir. Ça. Bel rêve, personnage. J'aime bien. Évidemment, sur l'aspect pro-business, on y croit très fort. Enfin, Yosaki Saka, c'est une autrice qu'on suit depuis c'est sa première série et qu'on continue. On connaît ses qualités, on l'adore, sincèrement. Donc on espère vraiment tout faire pour l'amener au public le plus large possible. Et on espère que commercialement, ça va fonctionner. Bien sûr. Donc, il y a toutes les qualités pour, donc on espère vraiment que voilà. Et puis après, il y a mon côté fan, lectrice de shoujo pure, je suis convaincue, je suis archi fan, et en fait, moi, je vous le cache pas, dès que possible, je lis les tomes suivants dès qu'ils sont lettrés. Oui, je me doute bien. Je fais le siège je me de doute bien l'édito. que tu te sers de tes avantages. Je fais le siège de l'édito, et donc je peux vous dire que clairement, n'attendez pas la sortie du... Enfin, n'attendez pas trop longtemps après la sortie du tome 2. Évidemment, vous ne pourrez pas ne pas attendre la sortie de Double négation. Ça va aller. fin de journée, hein. Ouais. Bis. It's okay. Mais donc, tout ça pour dire que j'en ai vu plus et... Ouais. Mais t'es en train de dire que t'as déjà lu le tome 2 ? Je suis jalouse de Ouais, mais voilà donc. Mais ces deux personnalités, en toi, est-ce qu'elles cohabiteraient pas comme les deux faces d'une même pièce ? Tout à fait. Ou comme le recto et le verso d'une même jaquette ? Exactement. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Mais je... Je demande, mais à tout hasard. Hein. Jaquette réversible. Une très belle action qu'on a faite, ce lancement. Je suis dépité. J'en ai vu du forcing, mais alors celui-là, frérot, il est incroyable. Vital, Oui. Je reviens quand Mathieu est là. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc vous avez effectivement sur ce premier tome, une jaquette réversible pour les tomes de Sakura Saku. N'hésitez pas. Donc là, la jaquette que tout le monde voit est là. Donc ça, c'est celle qui est un peu cachée, quoi. C'est une action qu'on a mis en place sur tout le premier tirage. Donc là, tous les tomes qui sont en point de vente, ils ont cette particularité. Donc évidemment... Donc allez vite. Alors, c'est le premier tirage, c'est quand même assez large. Hein. Quand on fait un premier tirage, le but, c'est quand même pas d'être en rupture en point de vente trop vite. Mais pour le coup, pour ceux qui attendraient trop longtemps, oui, il y a un moment, il y aura plus cette particularité. On nous dit quand même dans le chat, il y a des libraires dans le chat, on nous dit que vraiment Sakura Saku part à une vitesse folle. Donc à un moment, il va falloir faire attention, quoi. Ça démarre bien, clairement. Pour ceux qui commenceraient, qui voudraient d'abord lire Blue Spring Ride, prenez peut-être quand même déjà le tome de Sakura Saku qui vous attendra sagement dans votre pile à lire et avec un comme ça vous êtes avec un magnifique tome 1 Sakura Saku. Moi j'aime bien dans le chat. Ça fait un photofort. On est arrivé à un niveau, j'arrive pas à me décider, du coup j'ai acheté 2 tomes. Voilà. C'est bien. Mais au bout d'un moment, très bien. Pourquoi choisir ? C'est vrai ça. Pourquoi choisir, autant avoir les deux. Non mais c'est vrai, tu as raison. Alors justement, on a parlé un petit peu donc du coup des différents avis que vous avez, toi un petit peu de l'attente que tu as, mais est-ce que tu as peut-être un peu plus d'infos concernant l'impact qu'a eu la série au Japon, comment il a été reçu et ce genre de choses-là, puisque visiblement Kana quand même surveille vraiment tout ce que fait Yosaki Saka, et donc du coup j'imagine que vous l'avez très vite scout entre guillemets. Dès qu'on a su qu'une nouvelle série arrivait, évidemment, on a suivi la prépublication au plus près et dès qu'il a été possible de manifester un intérêt auprès des ayants droit japonais, on l'a fait, bien sûr. Après, pour ce qui est de la réception au Japon, j'ai pas les chiffres, moi en direct. Je sais que l'édito nous a fait un petit reporting et que ça se passe très très bien, que la série elle a un beau succès devant elle. Donc là, elle est toujours en cours. Actuellement, il y a 6 tomes qui sont sortis, il y a un 7e qui arrive à la fin du mois au Japon. Ah oui, quand même, ok, déjà. Donc elle est en cours. Elle a commencé en 2021 au Japon. Ok. Donc pour nous, le temps que, là je vais rentrer un peu dans
dans les coulisses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne peut pas acquérir une série tant que le tome 1 n'est pas sorti déjà. Donc quand nous, déjà, on peut faire une offre pour acquérir une série, il y a déjà la parution japonaise a déjà commencé sur les tomes physiques. Généralement 1 à 2 tomes déjà. Voilà, le temps que l'ayant droit prenne en considération toutes les offres qu'il a pu recevoir, s'il a eu plusieurs offres pour une série donnée et tout, il y a un délai pour qu'on ait une réponse. Et donc ce qui fait que fatalement, il y a toujours du délai entre le tome 1 japonais et le tome 1 français. C'est très très rare qu'on puisse être vraiment simultané. Ça a existé, mais c'était des cas ultra particuliers. Voilà. Mais c'est très rare de manière générale. Donc là, on arrive au plus tôt, nous de notre côté, au plus tôt possible. Et ce qui est super cool, c'est de voir que au Japon, la série marche super bien. Alors jusqu'à présent, Yosaki Saka nous a habitués à des séries en 10 13 tomes, 10 Straw Edge, 13 Blue Spring Ride, 12 Love Be Lovely Be Left. Donc est-ce que Sakura Saku va être dans le même format ou un peu plus? Ça, on n'en sait rien. Déjà 7 tomes, logiquement, on s'y dirige quand même déjà très bien. Quoi, donc, on ne sait pas parce qu'après, elle développe des séries tellement... Là, évidemment, il y a du showstrap. Voilà, donc moi, je peux qu'espérer que ce sera le plus long possible. Parce qu'un tome de plus, c'est toujours un tome bon à prendre avec Yosaki Saka. Et voilà, et donc c'est tout ce que je peux t'en dire. On peut imaginer déjà potentiellement un animé. On sait que Blue Spring Ride avait eu un animé. Qui avait d'ailleurs plutôt bien marché. Grande tristesse parce qu'on n'a jamais eu la fin. Voilà, c'est ce que j'allais dire, qui n'adapte pas la totalité du manga pour le coup. Donc pour ceux qui seraient animés only, n'hésitez pas à venir prendre la suite en manga. Et puis n'hésitez pas quand même du coup aussi à regarder l'animé potentiellement, ça se trouve, ça peut vous être... Non mais, parce qu'il y a des gens, en vrai, c'est bête, mais c'est plus facile pour eux de commencer avec un animé. Donc en vrai, voilà, comme ça vous avez l'information, vous avez du Yosaki Saka disponible en anime. Que Straw Edge qui n'a pas été adapté en animé d'ailleurs, je crois. Après tout le reste a eu un live action et il n'y a que Straw Edge qui n'a pas eu d'animé. Ouais, ok. Mais Love Beloved a eu son animé. C'est généralement c'est bien plus vieux. Donc, c'est plus vieux, donc ça m'étonnerait pas effectivement qu'il y ait eu ce truc peut-être un peu plus compliqué. Ça m'étonnerait pas effectivement. Alors justement, Alice, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu trouves que Sakura Saku est une bonne porte d'entrée du coup pour Yosaki Saka, ou comme justement l'a dit Mathieu, est-ce que c'est peut-être mieux d'aller sur un autre titre de Yosaki Saka pour commencer à rentrer dans son univers? Question piège. Question grave piège. Parce que ça dépend du lecteur en face. Bien sûr, oui. Mais sur une règle générale, généralement tu peux trouver un petit peu. Mais si tu penses que c'est vraiment vraiment en fonction du client potentiel, moi ça peut être une bonne série pour commencer. Je pense qu'il faudrait un peu plus de tomes pour la conseiller en tant que première série. Et sinon, Blue Spring Ride, pour rentrer dans l'univers... Et super bien, surtout que c'est déjà terminé. Donc, c'est déjà terminé, donc. Et puis en plus, on peut tous les enchaîner d'un coup. Mais Et puis un élément aussi qui fait qu'il vaut mieux lire les séries de Yosaki Saka dans l'ordre, c'est qu'elle joue avec des caméos de ces personnages dans les séries les unes après les autres. Et donc c'est vrai que on se prive de ce petit clin d'œil quand on n'a pas lu les séries précédentes. C'est sympa. Alors Du coup, on a un petit sondage dans le chat qui va partir, mais on va mettre un petit sondage pour savoir bien qui a déjà lu Sakura Saku dans le chat, voir un petit peu comme ça, au moins on pourra avoir un petit échantillon. Bon, je pense quand même que c'est un public qui l'a probablement déjà lu au vu du nombre de personnes qui en parlent dans le chat, mais c'est juste histoire d'avoir un petit peu un ordre d'idée pour voir un petit peu comment ce genre de truc est reconnu à travers son public. Vous allez avoir un sondage, vous pourrez y répondre, ne vous en faites pas. Maintenant, toi, mon très cher Mathieu, est-ce que tu trouves justement que Sakura Saku c'est une bonne porte d'entrée pour Yosaki Saka? Je pense, oui. Enfin, encore une fois, ça va dépendre de l'âge du lecteur. Je pense que c'est sa série la plus... le premier tome, donc c'est difficile de se baser uniquement sur un tome, mais avec l'avant-goût que j'ai de ce premier tome, c'est à mon avis la série la plus aboutie qu'elle aura faite, tant au niveau de la multiplicité des thématiques que des audaces scénaristiques qu'elle se permet de prendre par rapport aux précédentes. Maintenant, effectivement, on reste, comme on l'a très bien dit tout à l'heure, surtout mes camarades, sur la construction du personnage principal. Donc il y a vraiment cette thématique propre à Saki Saka qui revient et qui fait qu'on est en terrain connu par rapport à ça. D'un autre côté, donc, il y a des variations qui font que...
je veux dire que j'ai redécouvert Io Sakisaka avec Sakura Saku, mais elle m'a vraiment surpris par rapport à ce qu'elle pouvait faire habituellement. Donc, je pense que c'est vraiment plus intéressant d'essayer d'avoir un aperçu chronologique de son parcours. Bien sûr. Pour bien comprendre. Après, si on ne connaît pas du tout, on peut très bien lire Sakura Saku. Si on kiffe Sakura Saku, et a priori, il n'y a pas de raison qu'on n'aime pas Sakura Saku, une fois qu'on a entamé, rien n'empêche rétrospectivement de recommencer derrière. Totalement. Donc, c'est comme attaquer une expo, pas par le début, mais par aux 3/4 ou voire par la fin. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. On peut tout à fait savourer tout aussi bien les tableaux, c'est pas un problème. Mais il y a quand même généralement un sens de progression qui est plus agréable pour tout saisir. Donc voilà, ça peut très bien se découvrir quand on ne connaît pas Io Sakisaka. Et quand on découvre Io Sakisaka avec Sakura Saku, c'est bien quand même de revenir au premier titre. Yuki qui met le meilleur premier manga de romance, c'est Strawberry. Ouais. Avis totalement neutre. Oui. Évidemment, bien sûr, totalement neutre. Yuki, on s'en doute très bien. On rappelle le pseudo Yuki de chez Kana. Voilà, c'est important de le préciser. Non, mais après, moi, je plus sois Yuki. Ouais, tu trouves que ouais. c'est vraiment une bonne première romance Ouais, et pour le coup, Strawberry, moi, je l'ai lu plus tard. Ouais. Parce qu'en fait, Strawberry, c'est pas la première série que j'ai lue de Io Sakisaka. Et je me suis fait avoir. Parce qu'en fait, Strawberry, je le disais, c'est un premier amour, ça peut se lire très jeune parce que c'est vraiment les premiers amours et tout, mais c'est tellement bien fait qu'en fait, j'ai dévoré les 10 tomes et j'étais vraiment en suspense, en train de dire non mais Ninako, Ren, les gars là... faut y aller quoi là. Voilà. Ouais, je comprends. Et franchement, avec une structure qui est plus classique, qui est plus proche de ce qui est la romance shoujo standard, elle réussit à mettre un enjeu et un côté page-turner qui est hyper prenant, quoi. Eh ben écoute, tu vas garder la parole puisque je vais te poser une question concernant Kana. Tu vois un petit peu le cheminement de l'émission. Mais vu que donc, du coup Sakura Saku est un bon prétexte pour parler de tout ça, qu'est-ce que vous avez prévu autour de Io Sakisaka pour l'année à venir? On a les photos forts, tu as parlé un petit peu de PLV, mais est-ce que vous n'avez pas d'autres choses dans le panier encore? On a encore quelques petites choses dans le panier. Évidemment, Sakura Saku va être soutenu sur son année de lancement, donc il y aura des actions qui popperont ponctuellement. Et après, au global, Io Sakisaka, donc l'info a déjà un petit peu leaké fin d'année dernière, et je crois qu'hier, notre compte TikTok a aussi lancé le sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un artbook Io Sakisaka qui va arriver en juillet. Qui sont déjà au courant, ça se voit. Ouais, non mais c'est là qu'on voit que les fans sont là et bien renseignés. Et donc on a l'artbook Io Sakisaka qui va arriver en juillet. Donc c'est l'artbook qui couvre Strawberry et Blue Spring Ride. Ok. Donc c'est bien, j'achète, c'est bien. C'est un artbook qui est évidemment avec les parties illustrations, couleurs classiques de ce genre de titre, mais qui est vraiment plus enrichi parce qu'il y a énormément de contenu, interviews exclusifs, écrit directement par Io Sakisaka, où elle vient commenter son process de création sur ses séries. Enfin, il y a vraiment du contenu inédit qui va parler aux fans parce que c'est pas juste un livre de belles images, il y a vraiment du contenu en plus à aller chercher. Et donc, on va arriver avec ce titre début juillet. Donc j'invite les fans à être au rendez-vous. Bon, du coup, sortie en juillet, on a déjà pas d'expo. Est-ce qu'il y a une moyen de la voir venir en France ou... On aimerait. Ouais. On est en train de travailler à lancer une invitation pour que Io Sakisaka vienne en France. Alors, on travaille actuellement à lancer cette invitation, c'est pas encore fait, donc évidemment, croisons les doigts, espérons. C'était juste pour savoir si il y avait une volonté de la faire venir justement. Elle est là. Chez nous, elle est clairement là. Maintenant, il y a plein de contextes à prendre. On connaît évidemment, il y a plein de facteurs. Elle a une série en cours. Voilà. Elle a une série en cours. Donc, partant de là, c'est pas donné, mais maintenant, c'est une année importante. C'est au passage les 10 ans de Blue Spring Ride. Donc, ça fait plein d'arguments pour essayer de l'encourager à venir nous voir. De faire venir, quoi, clairement. On va pas se mentir.
En tout cas, on nous dit que ça fait le trajet Belgique-France pour la voir, si elle vient évidemment. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Yuki le chez Kana qui fait le Non. trajet. Bien essayé, bien essayé. Mais fais attention, hein. Tu es en terrain conquis ici, donc il faut que tu fasses gaffe quand même. Alors justement, après toutes ces petites annonces, notamment autour de l'artbook, eh bien nous avons un mini concours évidemment encore une fois, pour gagner cette fois-ci, eh bien, un petit photophore. Donc n'hésitez pas, vous écrivez Sakura dans le chat pendant 1 minute et nous aurons évidemment notre grand démon qui tirera au sort 5 personnes du coup pour recevoir eh bien un petit photophore. N'hésitez plus, c'est le moment, vous pouvez bombarder dans le chat. Et nous, on va continuer, puisqu'on va revenir un petit peu, donc du coup, sur la productivité de Yosaki Saka, parce que, on l'a dit, il y a beaucoup de séries aujourd'hui à son active. Je suis très, très curieux de voir, justement, comment vous voyez un petit peu tout cela. C'est pas sa première œuvre, sa seule œuvre. On en parle depuis le début de l'émission. Mais pourquoi Blue Spring Ride a été autant plébiscité, et à quel point ça l'a mis en avant, Mathieu? Waouh. Je t'ai mis dans la merde? Non, c'est que la question est complexe au sens au Japon déjà parce que voilà, je disais tout à l'heure que on trouve très facilement au Japon des shoujo niaiseux, tout comme on trouve des shonen de baston super génériques, ultra calibrés où il n'y a aucune originalité. Et Blue Spring Ride pouvait, a priori, quand on commençait à lire, ressembler typiquement à ce genre de produit, quand on a dit « Ah, en fait, pas du tout !» Et ça allait beaucoup plus loin. Et je pense que cet aspect très malin qui a fait qu'il y a des personnes qui étaient adeptes de ces produits, je ne vais pas dire bas de gamme, parce que mais calibrés, et qui on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose. Ouais. Et à l'inverse, il y a les personnes qui étaient déjà un petit peu exigeantes et qui ont, parce qu'il y avait Astrobedge qui était arrivé auparavant, mais Astrobedge avait eu un succès, pas d'estime, mais pas à tel impact, et qui ont découvert Blue Spring Ride au même moment. Et donc il y a ces deux publics qui se sont réunis, qui se sont retrouvés dessus, avec l'adaptation animée, il y a eu des dramas aussi, si je dis pas de conneries. Donc ça a vraiment aidé. Et pour ce qui est de la France, je crois qu'on a un phénomène à reculons. Parce qu'il me semble que, si je dis pas de bêtises, la série est arrivée en France alors que le drama devait déjà être dispo de manière plus ou moins légale. Et il y avait tout l'aspect audiovisuel qui était connu par les fans et qui ont donc pu remonter à la source grâce à Kana. Donc voilà, ça c'est mes théories, je me trompe peut-être complètement, mais c'est comme ça que je l'interprète personnellement. Ok. Non mais c'est intéressant de voir comment tu vois un petit peu ça. Toi, Juliette, est-ce que tu as peut-être 2-3 chiffres à donner aussi, vu que tu viens de l'intérieur? Des chiffres, je veux dire, les chiffres, c'est mon métier. Pardon, excuse-moi. Non, mais attention. J'ai pris un coup de pression là. Pardon. Shoujo bagarre ou pas? Bah shoujo bagarre. Ah bah shoujo bagarre, là clairement. On a dit, Non mais sans plaisanter, évidemment, j'ai préparé mes petits chiffres. Je pouvais pas venir sans, parce que là, sinon, comment je justifie mon job, voilà. Donc Blue Spring Ride, c'est évidemment le plus gros succès à date. Depuis la parution là en France, c'est 500 000 exemplaires. Ah oui, quand même, ok. Voilà. Ok. Ce qui est très solide, en vrai, on se rend pas compte, mais c'est énorme, 500 000. Ce qui est extrêmement solide. Donc en fait, chez nous, pour Kana, Blue Spring Ride, c'est notre meilleure vente shoujo. Tout simplement. C'est aussi... carrément. Ouais. C'est ouf, en vrai. Donc voilà, c'est vraiment un titre majeur, emblématique. C'est pour ça aussi que c'était un bon candidat pour la mécanique à 3 €, parce que c'est une mécanique qui fonctionne d'autant mieux sur des titres qui marche sur vos sellers, quoi. En fait. C'est ça. Voilà, c'est qu'en fait, il s'agit d'un titre qui a déjà un bon public, de l'amener encore plus loin à un public de masse, parce que ça fait l'achat d'opportunités avec la belle remise prix où, ok, d'habitude, je lis pas forcément du shoujo, laissons-nous tenter. Après tout, le risque, il est moindre, parce que à 3 €, si le tome 1 m'a pas plu, je m'arrête là. Mais si ça m'a plu, j'ai pu faire ma découverte sans trop de risques. Tout à fait. Donc quand même, 500 000 en France, j'aurais pas cru, tu vois. Et puis bientôt beaucoup plus.
Bon, mais ça, je ne peux que le souhaiter pour vous. Est-ce que tu as peut-être des chiffres pour le Japon aussi ou pas du tout? Non, j'ai pas les chiffres japonais. T'as pas les chiffres Là, japonais, pour le coup, ok. je suis désolée. Bon, c'est pas grave, aucun souci. Toi, Alice, est-ce que tu as peut-être justement une petite note d'attention encore concernant Blue Spring Ride ou concernant l'impact que ça peut avoir? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois se vendre encore en librairie? Ouais, ces offres se vendent encore super bien, on les recommande assez régulièrement. Et puis je pense que c'était un petit peu... Blue Spring Ride était un peu le type de romance que les gens avaient besoin de voir au moment où c'est sorti. Comme moi, à l'époque, j'étais jeune quand c'est sorti, et c'était un peu la chose que j'attendais, parce qu'il y en avait déjà beaucoup qui étaient sortis, Bien sûr. assez redondantes, toujours les mêmes sujets, etc. Et c'est vrai que c'était la note de plus qui débarquait et qui a bien réussi à faire exploser le shoujo de manière un petit peu plus sérieuse. Ouais. Alors, on a d'autres séries, on en a parlé évidemment au début, mais il y a eu donc du coup Straw Badge, Love Be Love, Live Be Left, ou encore... Non, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Parce que tout le monde galère à dire le titre. Mais Oui. parce qu'il est tellement Alors, long que du non, coup, mais- c'est un enfer. Ouais, oui. En vrai, hein, je suis Oui, désolé, oui. hein. Mais, Mais- tu sais, j'ai l'impression de voir des noms de isekai à rallonge Oui, en c'est japonais. vrai. Oui. C'est la même chose. Mais C'est- là, je dois dire que pour le coup, Love Be Loved, Live Be Left, avec la pratique, ça Ouais, finit ça par y aller. vient. Le tout, c'est d'y aller vite. Oui. Au tout début, parce que j'étais chez Kana au moment où le titre était préparé pour son lancement, c'était pas le titre souhaité pour la France, c'était plutôt un titre francophone Ouais. français. Malheureusement, bah voilà, tout doit passer en validation et il se trouve que côté Japon, l'édito et Yosaki Saka nous ont demandé est-ce que non, on reste bien sur cette version anglophone. Ok, marrant ça. C'est vraiment, voilà, ça a été un desiderata qui nous a été donné. Donc, partant de là, on respecte les souhaits de l'auteur. Bien sûr. Donc, c'est ce qui a été appliqué, mais qui, effectivement, je le reconnais. C'est dur, hein, au Ah, Love début. Be Love, Live quand Be tu Left, vois, c'est bon, à la fin, t'es là, t'es en mode let's première go, fois quoi. que- On peut s'arrêter à Love Be Loved, Ouais. ça suffit. Et, Ouais. mais je reconnais que c'est un vrai frein parce qu'en plus, voilà, quand on est jeune, pas très bon en anglais, que déjà Clairement. il faut sortir Tu de vois un sa truc à timidité pour rallonge, s'adresser aux ouais, élèves ça et lui fait demander. peur, hein. C'est pas forcément le titre sur lequel on va se rabattre parce que c'est une double mise en difficulté quand même. Bah, Mm. Mais ça vaut le coup. Il faut sortir de ça parce que vraiment il vaut le coup. Parce que sinon, après, on achète Naruto. C'est quoi le problème? Ah bah c'est que c'est pas du tout la même catégorie au niveau de l'intrigue. Bah oui, sans déconner. Merci Mathieu, effectivement, jusque-là, on est bon. Putain. Insupportable. Vraiment, je te jure, hein, toi et Valentin, vous n'êtes pas loin des deux. Hein. Vous êtes à deux doigts. Alors justement, moi je suis curieux de savoir aussi bien du côté de toi Alice et de toi Juliette. Toi, c'est bon, tu m'as saoulé. Je suis curieux de justement comment, en fait, à travers une librairie, vous faites vivre les anciennes séries d'un auteur ou d'une autrice. À travers le conseil, parce que c'est assez dur. Soit ils achètent tout seuls, ils ont aimé un titre de l'autrice, ils veulent lire le reste, ou alors on fait énormément de conseils à la journée et on se dirige très facilement vers nos propres coups de cœur ou alors vers les auteurs que la personne a déjà aimés, etc. Ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on arrive à faire vivre un peu le titre, ou alors on fait des nouvelles mises en avant avec les tables thématiques, etc. Oui, parce que j'allais dire, oui, j'imagine que vous faites ce genre quand même de remise en avant avec Ouais. les séries au complet, en mode il y a cette sortie-là, autant remettre les séries aussi en avant. En vrai, c'est très intéressant de voir justement comment, même à travers une librairie, en fait, on a quand même cet aspect, tu vois, de remise en avant constante du fond de catalogue, parce que c'est ultra important. En vrai, c'est quelque chose qui fait vivre aussi une maison d'édition, qui fait vivre un auteur et une autrice à travers le temps, donc c'est quand même ultra important de le remettre. Et donc du coup, justement, on t'en a un tout petit peu parlé déjà avec les PLV et ce genre de choses-là, mais comment tu continues justement de ne pas forcément qu'alimenter Blue Spring Ride, tu vois, justement. C'est un travail, donc c'est ce qu'on appelle le fond. Chez nous, le fond du catalogue, c'est un travail de long terme, ça passe par des opérations, ça passe par fournir tous les éléments aux libraires pour qu'ils aient les clés qu'il faut pour pouvoir conseiller le titre. Ouais. Donc c'est leur redonner régulièrement des infos, des mises à jour. C'est un travail qui est évidemment plus facile quand on a une série en cours d'un auteur. C'est toujours un peu plus dur quand il n'y a plus du tout d'actualité parution.
Donc là, pour Yosaki Saka, le retour de Sakura Saku, c'est génial parce que c'est une nouvelle série de l'autrice et c'est l'occasion de remettre en avant les précédentes séries. Bien sûr. D'où le fait que le photophore, qui est un goodies qui nous demande un investissement conséquent, on pouvait d'autant plus se le permettre qu'on avait des séries de fond qu'on pouvait remettre en avant en même temps. Donc là, il y avait vraiment un cercle vertueux qu'on pouvait créer. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez mis Blue Spring Ride sur le photophore. Et c'est pour ça que le photophore met en avant les deux séries, Sakura Saku et Blue Spring Ride. C'est parce que il fallait faire revivre le fond, il fallait donner toutes les bonnes occasions aux libraires de pouvoir reprendre, pour les plus petites librairies qui ne peuvent pas tout avoir en rayon, de pouvoir recommander le titre pour l'avoir à nouveau dispo directement physiquement. Et puis donner tous les arguments pour convaincre les lecteurs. En tout cas, c'est bien intéressant. Et toi, quand même, parce que je veux pas te laisser sur le bord de la route, tu veux bien. Non. Je fais du stop. Je t'aime trop pour ça. Comment, justement, à travers tes différents jobs, toi, tu arrives à justement mettre en avant ce genre de série-là? Quand tu vois justement un Sakura Saku arriver, est-ce que toi, tout de suite, tu te dis, ok, let's go, je fais un article complexe sur Yosaki Saka, ou alors tu vas plus cibler une ou deux séries, ou tu vas vraiment remettre l'autrice en avant direct? Ça va vraiment dépendre, c'est-à-dire que quand je suis pigiste, quand je travaille pour une rédaction, ce n'est pas moi qui décide, c'est le rédacteur en chef qui choisit. Donc le rédacteur en chef peut très bien dire oui, ça vaut la peine de faire un focus sur cette autrice parce que, mine de rien, elle est quand même un poids lourd dans cette catégorie. Pour ce qui est du magazine que je dirige, donc Otaku Manga, on a une lignée qui est beaucoup plus pédagogique, didactique. Et on est un magazine qui a d'emblée choisi de ne parler qu'aux adolescents. À l'heure actuelle, c'est un des problèmes que connaît la presse manga en France, c'est que ça parle de tout. Donc ça parle aussi bien d'un manga destiné à une petite fille de 8 ans qu'à un gros seinen craspec avec des serial killers et de la tripaille. Donc c'est assez compliqué. Dans Otaku Manga, on s'adresse à des 10-17 ans. Donc un titre comme Sakura Saku est vraiment parfait pour en parler, et à double titre. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a l'actualité qui permet justement d'évoquer derrière un petit peu les travaux passés de Yosaki Saka et de la mettre en avant. Mais comme on l'a déjà dit, c'est selon moi le manga qui va être le plus complexe en termes de... qui va avoir le plus grand nombre de thématiques brassées dedans, que ce soit l'aspect LGBT, que ce soit l'aspect relations toxiques, que ce soit l'aspect confiance en soi. C'est énormément de thèmes qui touchent directement le lectorat auquel je m'adresse. Par conséquent, ça vaut autant la peine d'en parler aujourd'hui, parce que c'est une nouveauté, que de revenir dessus au bout de quelques tomes, quand on a un peu mieux cerné l'œuvre, pour pouvoir prendre une thématique propre au questionnement adolescent et la mettre en parallèle avec l'œuvre. Bien sûr. Ok. En vrai, c'est ultra intéressant de voir justement comment, avec les journalistes, on peut travailler. Après, j'imagine que vous avez aussi des liens qui se font entre les journalistes et les maisons d'édition, où vous n'hésitez pas aussi à mettre de la promotion dans les magazines. Évidemment, ça fait partie des actions, les achats de pages de publicité, tout ça, et c'est de penser le tout dans une stratégie en fait cohérente. Où à un moment donné, on a une action en librairie, c'est le bon moment pour, dans les médias, prendre de la publicité, prendre de l'espace de communication. C'est le bon moment pour notre attaché de presse de faire le tour des piges pour proposer les titres. Donc évidemment, tout ça se travaille en coordination. Bien sûr. Alors, par contre, c'est en coordination, mais c'est des coordinations parallèles. C'est-à-dire que le marketing, le pôle commercial éventuellement de Kana, qui vont se mettre en relation avec le pôle commercial du média, et c'est l'attaché de presse qui va venir parler aux journalistes. Ce qui fait qu'on peut très bien se retrouver avec une page de pub qui a été achetée par le pôle marketing commercial dans un magazine, alors qu'il y a une critique incendiaire parce que le journaliste n'a pas aimé. Donc il n'y a pas un côté si tu fais un bon article, on te fait une page de pub ou tout ça. C'est vraiment pas de publi rédactionnel. c'est des choses séparées. Très bien, ça c'était une bonne petite info. Écoutez, aujourd'hui je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, on a fait le tour de la question. C'était super intéressant, merci beaucoup à vous trois d'avoir été aussi éloquents concernant Yosaki Saka et ses séries, c'était super intéressant. On se laisse juste une petite minute parce que j'ai évidemment un dernier concours à vous annoncer, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui restent juste pour ce concours-là, puisque ce sont les 10 kits presse à gagner.
10 kits presse, je vous jure que 10 kits presse, j'en ai rarement vu, hein, vraiment. Des maisons d'édition qui donnent autant de kits presse, j'en ai rarement vu. Donc, nous avons 10 kits presse de Sakura Saku. Écrivez Saku dans le chat, c'est parti maintenant. Nous, pendant ce temps-là, moi je vais vous présenter les différentes nouveautés du mois, vous le savez. Pika, tous les mois, ils ont des petites nouveautés à vous montrer. Pika, oh là là, je suis fatigué moi aussi, je suis désolé. Bonne journée, hein. C'est catastrophique. J'étais sans voix, merci à vous. Hein. Je suis désolé, moi je suis crevé, mais what the fuck. Je m'excuse profondément. Nous avons donc du coup évidemment Kana qui nous propose ces différentes nouveautés. On va commencer par un petit guide voyage. Je savais même pas que vous faisiez ça. Mais si. C'est un truc de ouf. En plus, je l'attends depuis c'est un truc tellement de ouf. longtemps. Mais Ça il fait est même prévu depuis tellement longtemps. Ouais, je sais. Je savais même Et pas. il y a ce qui s'appelle une pandémie qui est Le arrivée petit, en même temps. Oui. le petit guide là qui Oui. nous régale, en vrai. Regardez ça. J'en avais parlé En famille à Tokyo, afin de justement pouvoir découvrir la capitale nippone à travers des petits quartiers sympas, tout bien illustré comme il faut, avec tout ce qu'il faut pour vous mettre bien, voilà, durant tout votre séjour à Tokyo. Si je peux me permettre, Dis-moi. pour faire un tout petit peu la promo, alors tu vois, quand il est sorti, en fait, moi j'ai fait un manuel de survie du touriste à Tokyo, et ces 2 livres devaient sortir à peu près en même temps. Avec Timothée, on en parlait parce que il y a eu des pandémies qui ont bloqué, et en fait, Timothée m'a expliqué que dans ce bouquin, il y a cette carte des transports. Oui. Qui a nécessité à l'équipe un boulot dingue. Mais ça, c'est incroyable, Je ça. vous jure que rien que pour la carte des transports, Ça vaut le coup d'être à la caméra. Rien que pour ça, ça vaut le coup, quoi. Vous achetez le bouquin. Mais déjà, le bouquin lui-même est génial. Mais il y a ça qui est en plus... Vous avez la carte qui est juste là, hein. C'est Vraiment, stylé, n'hésitez hein. pas, quoi. Qui est un truc de dingue. Et en plus, c'est vraiment le premier guide qui est consacré uniquement à la famille, qui a été vraiment pensé pour si vous y allez avec des enfants. Ouais. Donc, je me permets de faire sa promo parce que par rapport à mon bouquin à moi, on n'est pas en concurrence frontale. Donc, Non, c'est pas du tout la même chose, bien sûr. et avec Timothée, on en parlait à quel point c'était Toi, compliqué limite, de faire c'est le guide du survivaliste, tu vois, en Ouais, solo à Tokyo. ouais. Et vraiment, je rêve de le lire depuis des mois et je suis très content qu'il sorte enfin. Écoute, tu pourras peut-être le récupérer. On va savoir. Fais On peut attention. discuter, toi et moi. T'as intérêt à être bien. Il y a De toute une façon, moi, jaquette j'ai- réversible. De toute façon, moi, je viens de me faire bannir. J'ai plus le droit de c'est rien mort. prendre vu ce que je viens de dire. Donc, c'est la guerre. On a donc du coup le tome 2 de New Normal, évidemment, qui est juste là, qui continue sa petite aventure. On va éviter quand même de trouver une page potentiellement, on sait jamais. Ouais, donc, j'ai bien fait. C'est tellement bien, New Normal. Hop, petite page bien sympa. Vous avez ce qu'il faut. On va ensuite avoir Toaz Art. Alors ça, par contre, c'est une création. C'est une création, C'est une toute nouvelle exactement. création Kana. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus Eh bien, création avec scénario et dessin de Kenshiro Sakamoto. Donc, il y a un auteur qu'on avait déjà au catalogue, qui est Ouais. l'auteur de Buster Kill. Et qui là, pour le coup, Oui, a c'est travaillé avec Anna pour faire une création. Donc voilà, c'est un shonen d'aventure qui s'adresse à un public assez jeune. Il est tout à fait adapté pour être un shonen première lecture. Ouais. Bon, le pitch très rapide, on suit Toa, qui est un descendant de Noé. Et en fait, c'est l'Arche de Noé revisité. Ouais. En fait, l'Arche, ce n'est pas un bateau, mais c'est un livre dans lequel sont scellés des animats, qui sont des esprits qui menacent un peu le monde. Évidemment. Et il se trouve que les sceaux sont levés, que les animaux sont libérés, donc Toa va devoir se lancer dans une quête pour recapturer tous les animaux. Très bien, bah intéressant. Et tu vois, par rapport à ce qu'évoquait Juliette tout à l'heure dans les relations avec la presse, Oui. il y a également la possibilité de filer des posters à la presse pour pouvoir mettre en avant un titre. Et Oui. moi, je ne dis pas ça du tout parce qu'il y aura un poster tout hasard dans le numéro 4 de Taku Manga. Mais c'était juste pour transmettre l'information aux spectateurs du stream. J'en ai marre. On va enchaîner évidemment avec le tout nouveau Shaman King qui débarque, Red Crimson. C'est le tome 1 évidemment après Shaman King. Vous vous doutez bien qu'il y avait encore moult spin-off. Terminé. On a en régie quelqu'un qui arrive qui fait Let's go. Qu'est-ce qu'il y a Tu sais bien, tu l'as parfaitement fait, tout va bien. Ah d'accord. Non, mais je sais pas parce que je me suis trompé tout de suite d'un. Non, donc, non, c'est bon. Je, c'est bon. je fais C'est bon. forcément mal mon travail. Respire, tout va bien. Et la fin. Et là, par contre, on rentre sur quelque chose de légendaire. Je sais que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas forcément énormément en France pour beaucoup de gens, mais je vous en supplie, allez lire Gintama. C'est une série de fous, et c'est le dernier tome, 77 volumes.
avec une dernière petite couverture un peu sympa qui brille. C'est quoi? C'est le premier tirage ou c'est C'est le premier tirage. C'est le premier tirage, mais c'est pas le seul bonus. Il y a aussi des posters couleurs, un à l'avant et un à l'arrière, si je dis pas de bêtises. Il y en a deux, Il y a c'est sûr. Elisabeth, oui, il y a Elisabeth, je la vois Nous en ici. avons effectivement un qui est juste là. Et je vous laisserai aller acheter le deuxième et je vous laisserai évidemment aller acheter le tome pour découvrir le deuxième. Voilà, quand même. On va Je pas non rappelle plus, Elisabeth, vous meilleur montrer. perso de Tsuo Shonen de tous Incroyable, les temps. incroyable. Vraiment, Gintama, faut pas hésiter, faut y aller, c'est du très très bon, moi j'aime beaucoup évidemment. Bon écoutez, on a fait un petit peu le tour des dernières dingueries. Merci à vous trois. Mais merci Merci pour à toi. l'invitation. C'était un plaisir. Alice, peut-être que tu as eh bien, des choses à nous dire concernant tes réseaux sociaux, te retrouver, peut-être une actu. J'ai un Instagram qui s'appelle Hanzel, Ouais. H-A-2-N-Z-H-E-L. Il sort de nulle part. Tu veux pas ça, c'est prendre bien, Shoujo c'est bien. Bagarre comme... Je pourrais rajouter Shoujo Bagarre maintenant, mais... Je t'en supplie. Et on peut te retrouver aussi donc du coup en tant que Et du coup, libraire. en tant que libraire, au Renard Doré, ouais. Très bien. Juliette, toi, on se retrouvera évidemment du côté de chez Kana pour différentes Une prochaine fois. dingueries autour du marketing. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais merci beaucoup à toi d'être venu. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. En vrai, t'as peut-être une actu aussi à nous lâcher, hein. Moi, perso, là, comme ça, ça T'as un court à compte ça court. Insta, On sait jamais, hein, ça se trouve, t'as une dinguerie à nous lâcher. Juste enfin, on n'était pas, Pas au tout de courant. suite, pas tout de suite. J'aurais essayé. Non, mais c'est bien tenté. Et toi, mon très cher Mathieu, est-ce que tu as peut-être un truc que tu souhaites nous partager pour cette fin d'émission? Bah écoute, toujours les mêmes choses. Hein, manga que d'histoire chez Larousse. Otaku Manga, le numéro 3 vient de sortir. Il est beau, il est chaud. Un dossier sur la France vue dans les mangas, avec Ouais. pas mal de Lady Oscar, justement, à l'intérieur, Rose Bah de oui, tu Versailles. m'étonnes. Entre autres, mais pas que. Et puis, plein de belles choses à venir au fur et à mesure, mais Mhm. dont je ne peux pas parler pour l'instant, contractuellement, tout ça. Et, voilà, la force du manga me guide toujours et C'est très bien. toujours autant envie de casser les préjugés du grand public comme des connaisseurs pour propager la bonne parole. Eh ben écoute, c'est très bien. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé ce petit live. Je suis très content de vous avoir présenté encore ça. C'est donc le 4e et je suis vraiment de plus en plus content de faire ces lives. C'est toujours un plaisir. Je m'éclate bien en tout cas avec les différents invités que j'ai. Et ça fait bien plaisir. En plus, ça me permet bien de découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux horizons que je n'aurais pas forcément checké de mon côté. Donc vraiment, je suis très 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 content de me sensibiliser à autant de petits trucs. Donc c'est vraiment très cool. Un grand merci évidemment à la régie qui nous a régalé. Tomodachi qui nous a mis très bien évidemment avec ce très cher Kevin qui est en train de me prendre en photo histoire de faire des petits trucs un peu sympas pour les réseaux sociaux. Merci vous évidemment à vous tous dans le chat, vous avez été extraordinaires ce soir, c'était un super moment, un échange plein de respect et autres, franchement c'était très cool, un grand merci à vous tous. Moi évidemment vous pouvez me retrouver sur mes réseaux, mais bon, parce que je suis vraiment intéressant finalement, alors qu'à côté vous avez des talents comme ça. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine, non, le mois prochain, pour le prochain live Kana. Ce sera sur Yusei Matsui, on va en parler évidemment avec nos experts, ça va être une petite dinguerie ce live, donc ne le loupez pas, surtout, bref, n'oubliez pas, Shoujo Bagarre, c'était pour ce soir. Prenez soin de vous et à la prochaine. Shoujo Bagarre. Shoujo Bagarre, ben voilà. c'est magnifique comme...